Pendant 180 millions d'années, les dinosaures ont régné en maîtres absolus sur tous les continents de la Terre jusqu'à ce jour fatidique dans le golfe du Mexique, mais l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée est que pendant 10 000 ans après l'impact, la Terre est devenue une planète méconnaissable, où des champignons géants dominaient les paysages morts, des crocodiles de 30 mètres régnaient sur les marécages toxiques, et les rares mammifères survivants vivaient sous terre, attendant leur improbable ascension au pouvoir. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez, car maintenant je vais tout vous raconter. As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si tout s'arrêtait d'un seul coup? Si le monde où nous vivons devenait soudainement méconnaissable? Il y a très longtemps, bien avant les humains, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre. Un matin, il n'y a pas eu de signe avant-coureur dans le ciel. Pourtant, loin dans l'espace, un énorme astéroïde se dirigeait droit sur notre planète. Ce morceau de roche et de métal venait de très loin. Il était plus grand que n'importe quelle montagne que tu peux imaginer. Quand cet astéroïde a frappé la Terre, le monde a instantanément changé. L'impact a eu lieu à un endroit qui était alors une grande région chaude et pleine de vie, où vivaient de nombreux dinosaures. Dès le premier contact, une énergie immense s'est libérée. L'explosion a été plus puissante que toutes les éruptions volcaniques, tous les séismes et tous les orages réunis. La terre a tremblé violemment et le sol s'est déchiré. Des rochers ont été projetés à des kilomètres autour du point de chute. Le bruit était assourdissant et s'est propagé sur énormément de kilomètres. La chaleur produite par le choc était incroyable. Quand la roche s'est écrasée, de la matière s'est vaporisée en un clin d'œil. La température autour du point d'impact est montée plus haut que la chaleur la plus forte jamais ressentie sur Terre. L'air s'est embrasé, créant des vents rapides et brûlants qui ont tout balayé sur leur passage. De grandes forêts et de nombreuses plantes ont pris feu tout de suite. Les animaux proches n'avaient aucune chance. Tout brûlait, tout craquait. Le sol était orange et rouge, comme si la croûte même de la planète avait été ouverte par le feu. Mais ce n'était que le début des problèmes. L'astéroïde a creusé un énorme trou dans le sol. La poussière, les cailloux et de la matière fondue se sont élevés dans le ciel. Ce nuage épais est devenu si grand qu'il a caché le soleil sur des milliers de kilomètres. Les particules transportées dans l'air sont montées très haut, atteignant des couches de la planète où le vent est très puissant. Quelques heures après le choc, de gigantesques incendies ont commencé à apparaître partout sur les continents. Des arbres entiers tombaient, les feuilles devenaient noires et le sol semblait recouvert d'un manteau sombre. Les flammes se propageaient vite, car le vent était fort à cause de la chaleur de l'explosion. De nombreux animaux essayaient de fuir, mais il n'y avait pas d'endroit sûr. Certains se cachaient dans les rivières ou les marais, d'autres dans des trous, mais beaucoup mouraient asphyxiés, brûlés ou étouffés par les fumées épaisses. La chaleur ne venait pas seulement de l'impact. En tombant sur la Terre, l'astéroïde a créé une énergie si grande qu'elle a allumé l'air sur de très grandes distances. Cela a provoqué une sorte de tempête géante de feu. Cette tempête a parcouru les continents, brûlant plantes, arbres, herbes et tous les habitats des animaux. À ce moment précis, l'avenir de la vie sur Terre était en grand danger. Tous les êtres vivants étaient touchés sans exception. Même les animaux et les plantes qui étaient à des milliers de kilomètres ressentaient les conséquences de l'impact. Personne n'était à l'abri. Après les flammes, la Terre a commencé à changer encore plus profondément. Le ciel, avant bleu ou parsemé de nuages blancs, est devenu gris-noir. Les poussières et les cendres étaient si nombreuses qu'on ne voyait presque plus la lumière du soleil. Il a commencé à faire plus froid et la lumière était très faible. Les jours ressemblaient à de longues nuits où il était difficile de voir. Partout où on regardait, on voyait des arbres tomber, du sol noir et de la fumée qui s'échappait encore de nouveaux feux. Souvent, l'air sentait mauvais. Il y avait beaucoup de gaz nocifs libérés par les incendies et par la matière qui avait brûlé à l'impact. L'air était lourd, difficile à respirer même pour les animaux les plus solides. Certains gaz étaient toxiques
ce qui rendait encore plus difficile la survie pour la majorité des êtres vivants. Les rivières et les lacs n'étaient pas épargnés. Après l'impact, beaucoup d'eau était polluée par les cendres et les produits issus des plantes et animaux morts. Il devenait difficile pour ceux qui vivaient dans l'eau de trouver de l'oxygène ou de la nourriture. Beaucoup de poissons, de tortues et même de grands animaux marins ne pouvaient plus survivre dans ces conditions extrêmes. Partout, la vie semblait disparaître. Les plantes étaient fauchées par les flammes. Les forêts qui couvraient de larges régions du globe étaient désormais des terres mortes remplies de troncs noirs et d'arbres cassés. Les feuilles n'apparaissaient plus sur les arbres et le vert avait disparu presque partout. Outre les flammes, il y avait un autre problème qui menaçait la Terre. Les températures ont chuté très rapidement après l'impact. Le nuage de poussière lancé dans le ciel bloquait la chaleur du soleil. En seulement quelques jours, il faisait nuit presque tout le temps, et le froid s'installait sur les continents. La vie qui avait survécu aux incendies devait maintenant affronter le froid extrême. Tout s'est passé en très peu de temps. Des millions de créatures qui marchaient et vivaient sur la Terre avant la chute de l'astéroïde ont été tuées en seulement quelques jours ou semaines. La nature a été bouleversée. Le silence a remplacé les bruits normaux de la vie dans la forêt ou la savane. Les animaux qui vivaient près du lieu d'impact ont été tués ou blessés immédiatement. Mais même ceux vivant loin, très loin du point de chute, ont été affectés. Les vents ont transporté les cendres et la poussière partout sur la planète. Les rayons du soleil ne traversaient plus ces couches épaisses. Les jours étaient sombres et l'air était glacial. Les plantes qui avaient survécu aux incendies n'arrivaient plus à pousser car elles avaient besoin de lumière. Quand on enlève la lumière du soleil, les plantes ne peuvent pas fabriquer leur nourriture. Très vite, leurs feuilles sont tombées, leurs tiges ont séché et beaucoup sont mortes à leur tour. Avec la disparition rapide des forêts, la nourriture des animaux a aussi disparu. Les grands herbivores ont commencé à s'affaiblir, puis à mourir. Sans herbivores, les prédateurs n'avaient bientôt plus rien à manger non plus. La chaîne alimentaire qui maintient la vie sur la Terre s'est effondrée presque d'un seul coup. C'est comme si chaque chose qui dépendait d'une autre n'avait plus ce qui la faisait vivre. Les insectes sont morts faute de plantes. Les oiseaux n'avaient plus de graines, de fruits ou de petits êtres à manger. Les petits mammifères ont dû se battre pour les dernières miettes qui restaient. Et tous ces animaux morts s'entassaient par milliers, ajoutant encore aux odeurs de mort et de pourriture qui flottaient partout. Sous cette couche de poussière, la lumière diminuait toujours. Les nuits étaient longues et froides. Même en plein jour, il faisait sombre, comme juste avant que le soleil ne se couche. La surface de la Terre se refroidissait, les vents devenaient secs et froids, et il n'y avait plus presque aucune nouvelle plante qui poussait. Les incendies qui avaient ravagé les terres n'avaient laissé que du sol stérile. L'air, chargé de gaz et de poussière, restait dangereux à respirer. Cela rendait la vie difficile pour les rares survivants. Les animaux qui avaient réussi à trouver un abri devaient être très chanceux pour échapper aux gaz toxiques et au manque d'oxygène. Certains essayaient de se cacher sous terre, mais la nourriture manquait partout. La terre ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était avant. Avant l'impact, il y avait des paysages pleins de vie, des forêts épaisses, des plaines riches, des marécages, des rivières claires. Maintenant, tout était recouvert de poussière et de cendres. Le ciel était gris, les arbres étaient noircis ou couchés par terre, les rivières étaient sales et les lacs avaient perdu la plupart de leurs habitants. Les survivants étaient peu nombreux. Les grands dinosaures, qui étaient les animaux les plus puissants depuis des millions d'années, ne pouvaient pas résister à tant de changements à la fois. Ils avaient besoin de beaucoup de nourriture, de grandes forêts pour se cacher, de températures douces. Mais maintenant, tout leur manquait. Beaucoup mouraient de faim, d'autres de froid ou asphyxiés. Pour eux, c'était la fin. Même pour les petits animaux, la survie n'était pas garantie. Tout le monde devait lutter pour se cacher, respirer et trouver à manger. Ceux qui vivaient sous terre avaient parfois plus de chance, car ils étaient abrités du froid et des gaz. Mais il fallait aussi y trouver un peu de nourriture pour tenir chaque jour.
Ce changement brutal a poussé la planète dans une nuit glaciale et pleine de dangers. La vie avait survécu à beaucoup d'événements difficiles dans le passé, mais rien n'avait jamais provoqué un bouleversement aussi rapide et total. Personne ne savait si la lumière et la chaleur allaient revenir, ni si la vie pourrait renaître à la surface. L'impact de cet astéroïde a marqué le début d'une époque sombre pour la Terre. Tout a commencé avec cette chute venue de l'espace, qui a créé des destructions en quelques moments. Ce rendez-vous entre l'univers et notre planète a changé à jamais le visage du monde. Les cendres, la poussière, le froid, la faim et l'obscurité étaient maintenant partout, et seuls les êtres capables de s'adapter pourraient espérer survivre à cette crise sans précédent. Après l'impact, la Terre était plongée dans un silence oppressant. Chaque coin du monde ressentait la conséquence de la catastrophe. Le ciel était recouvert de couches épaisses de poussière et de cendres. Cette poussière était faite de roches pulvérisées, de restes de l'astéroïde, de morceaux de plantes et de bois brûlés. Ces minuscules grains flottaient partout, s'accrochaient à l'air et empêchaient la lumière de passer. Le matin arrivait, mais on ne voyait plus le soleil. Les rayons étaient faibles, étouffés derrière cette barrière sombre qui ne disparaissait jamais. Chaque jour semblait presque pareil à la nuit. La lumière était si faible que les ombres disparurent. Les couleurs de la terre n'existaient plus. L'herbe était recouverte de cette fine poussière grise. Là où il y avait des forêts, il n'y avait maintenant que des squelettes d'arbres noirs. L'eau dans les rivières et les lacs était mélange de particules, de cendres et de poison. Les oiseaux ne chantaient plus, ils n'étaient plus là. Il ne restait que le souffle du vent froid qui passait sur le sol nu. Ce manteau de poussière ne s'est pas arrêté de grandir tout de suite. Après l'impact, des volcans se sont aussi réveillés dans plusieurs endroits du monde. La Terre avait été frappée si fort qu'elle tremblait encore beaucoup. Les volcans ont craché encore plus de cendres et de gaz toxiques dans le ciel déjà noir. Les tremblements de terre secouèrent la planète. À certains endroits, des montagnes s'effondraient, des vallées se bouchaient et de nouvelles collines se formaient. Le monde changeait chaque jour, parfois en quelques heures. Dans l'atmosphère, la poussière était si épaisse qu'il était impossible de voir loin. Certains jours, même en plein milieu de la journée, il faisait sombre comme en fin de soirée. Le froid devenait de plus en plus fort. La chaleur de la planète ne pouvait plus sortir facilement et le soleil n'arrivait plus à réchauffer la surface. La température au sol descendait, nuit après nuit, sans jamais remonter de beaucoup pendant les jours. Même sous les tropiques, où il faisait toujours chaud avant, il fallait maintenant supporter un air glacial. La poussière restait longtemps en suspension parce que les gouttes d'eau de l'atmosphère n'étaient plus assez nombreuses pour aider à faire tomber ces grains au sol. Il n'y avait presque plus de pluie. Quand il pleuvait, l'eau était noire ou brune, salie par toutes les matières qui flottaient dans l'air. Chaque goutte semblait transporter de la boue et des poisons au lieu de nourrir la vie. Partout, la nuit semblait ne jamais finir. Ceux qui essayaient de voir le soleil ne distinguaient qu'une faible tache lumineuse à peine visible derrière un voile de fumée. Les plantes qui poussaient grâce à la lumière ne pouvaient plus survivre. Leurs feuilles devenaient jaunes, puis tombaient. Les tiges ramollissaient, puis se desséchaient. Les graines restaient enterrées dans la terre sans la force nécessaire pour sortir. Là où il y avait des champs verts, tout était maintenant mort ou à l'agonie. Privé de lumière et de chaleur, l'eau aussi changeait. Beaucoup de rivières et d'étangs gelaient, même dans des endroits où l'hiver n'existait pas avant. Les lacs formaient parfois une couche de glace difficile à casser. Les poissons qui survivaient aux premiers jours de l'impact mouraient petit à petit, incapables de respirer parce que l'eau manquait d'oxygène. Le froid pénétrait partout, et le silence se faisait dans les plaines habituellement pleines de grenouilles, d'insectes et de petits mammifères. Dans les régions du nord et du sud, où la glace était présente depuis toujours, la couche de neige grandissait encore. Les glaciers avançaient, couvrant la terre d'une nouvelle couche froide et étouffante. Les animaux qui vivaient près de ces endroits gelés, comme certains reptiles ou amphibiens, n'avaient plus aucune chance de survivre. Rien ne venait troubler la couche de neige et de glace qui recouvrait tout.
under la couche de poussière dans l'atmosphère, la vie essayait parfois de s'accrocher, mais respirer devenait difficile pour tous les êtres vivants. Les gaz relâchés par les volcans rendaient l'air toxique. Parmi eux, il y avait du dioxyde de soufre qui piquait le nez, les yeux et la gorge. L'oxygène devenait plus rare sur certains continents, alors que les feux de forêt consommaient tout ce qui restait d'air pur. Les gaz tournaient autour de la planète, portés par les vents hauts dans le ciel. Même les endroits éloignés de l'impact ressentaient la même difficulté à respirer et à survivre. Au sol, il y avait peu de traces de vie. Les traces qu'on trouvait étaient souvent des restes d'animaux ou de plantes, pris dans de la terre gelée ou sous une épaisse couche de cendres. Même les insectes, habituellement très nombreux et résistants, disparaissaient. Les fourmis, les coléoptères, les abeilles avaient perdu leur nourriture. Les araignées ne tissaient plus de toile parce qu'il n'y avait pas de proie à attraper. Aucun vol de criquets, aucun moustique ne bourdonnait dans la chaleur, car il n'y avait plus de chaleur du tout. Les rivières transportaient lentement la poussière et les cendres vers la mer. Les océans devinrent, eux aussi, plus sombres. La surface de l'eau était recouverte de débris flottants, de feuilles mortes, de morceaux de bois noircis. La lumière ne pénétrait plus profondément. Les plantes marines, comme les algues, ne pouvaient plus croître normalement. Les animaux qui vivaient près de la surface mouraient à leur tour. Des poissons affamés et des coquillages suffoqués tombaient sur le fond marin, formant une couche de détritus sur les plages et au large. Il n'y avait pas seulement le froid et le manque de lumière. La pluie acide constituait un autre problème. En se mélangeant avec les gaz toxiques venus des volcans et de la poussière brûlée, l'eau de pluie devenait dangereuse. Chaque goutte qui tombait participait à la destruction des derniers végétaux debout. Les feuilles brûlaient sous ces pluies acides, les racines tombaient malades et les graines ne pouvaient pas germer. Tous les petits ruisseaux charriaient maintenant, non pas de la vie, mais de la boue et des poisons. Les rares plantes qui survivaient devenaient faibles et tordues. Beaucoup restaient naines, incapables de grandir, et mouraient avant de donner des graines ou des fruits. Les racines ne trouvaient plus la nourriture nécessaire dans ce sol appauvri, chargé de cendres et de produits chimiques dangereux. Même les plantes les plus résistantes, comme certaines fougères, avaient du mal à rester vertes sous le voile sombre du ciel. La nuit froide et sombre favorisait la gelée sur de grandes parties du globe. Quand il ne faisait plus que quelques degrés au-dessus de zéro, tout se couvrait de givre. Le matin, les rares survivants voyaient la glace recouvrir le sol, les pierres et les restes d'anciennes plantes. Les flaques d'eau étaient figées. Les flaques dans lesquelles les dinosaures s'abreuvaient autrefois n'étaient plus que des miroirs glacés qui ne donnaient rien à boire. Dans certains endroits, l'épaisseur de poussière sur le sol atteignait parfois plusieurs dizaines de centimètres. Cette couche bloquait l'air, étouffait les semences et empêchait toute reprise de la végétation. Seuls les vents violents et secs venaient parfois emporter une partie de cette poussière, soulevant de grands nuages gris qui retombaient plus loin, couvrant tout à nouveau. Les restes d'animaux morts étaient éparpillés partout. Il arrivait que certains survivants, cherchant encore de quoi vivre, fouillaient dans ces carcasses pour trouver un morceau à manger. Mais avec le froid, les corps des morts se décomposaient très lentement, parfois pas du tout. Cela créait de nouveaux dangers. Des gaz mauvais se répandaient, l'air devenait malsain et les odeurs de putréfaction envahissaient même les forêts mortes. Chaque jour sans soleil était plus difficile que le précédent. Les quelques animaux qui réussissaient à rester en vie cherchaient toujours plus loin, cherchaient sous les pierres, dans des trous ou sous terre, un abri contre le froid glacial et la nuit sans fin. Ils devaient se déplacer souvent, car là où ils dormaient la veille, il n'y avait plus rien à manger ou les conditions devenaient trop dures. Les jours et les nuits ne se distinguaient presque plus. On ne savait pas s'il était l'heure de se réveiller ou de dormir. Le temps semblait ralenti. Les plantes poussaient très lentement ou ne poussaient pas du tout. Même le cycle des saisons disparaissait, remplacé par un hiver prolongé et une obscurité constante. Parfois, des éclairs zébraient le ciel
et des orages éclataient. Mais ces orages ne faisaient qu'apporter encore plus de pluie sale et acide sur la terre déjà abîmée. Le tonnerre faisait trembler le sol, secouant les rares survivants cachés dans leurs abris. Mais ils ne voyaient presque jamais la lumière, même lors des éclairs. Tout restait sombre. Certaines nuits, la lune et les étoiles étaient complètement invisibles. Personne ne pouvait distinguer la direction du nord ou du sud. Les oiseaux, qui se servent souvent du ciel pour trouver leur chemin, étaient perdus quand ils n'étaient pas déjà morts de faim ou de froid. La poussière, le froid, l'air toxique et l'eau polluée ont changé chaque endroit de la planète. Au bout de quelques années, il n'y avait plus de traces de l'ancien monde lumineux et chaud. Les plages étaient recouvertes de débris, les lacs étaient noirs, les rivières étaient à peine visibles sous une épaisse couche de glace ou de cendres. Même les endroits où il y avait des grottes sombres gardaient maintenant une odeur de brûlé et de pourriture. Les insectes qui vivaient dans les profondeurs du sol avaient parfois plus de chance, mais la nourriture manquait de plus en plus. Les sources chaudes, là où la terre continue à produire de la chaleur, étaient aussi transformées. Elles crachaient souvent des gaz toxiques et brûlants, ce qui empêchait la vie de redevenir normale. Les mares de boue bouillonnaient, l'eau était empoisonnée, aucun poisson ne pouvait y vivre. Peu importe où l'on regardait, la terre semblait en sommeil. Rien ne bougeait, rien ne poussait, rien ne chantait. C'était un monde sans lumière, sans chaleur, sans couleur, sans bruit. Le froid pénétrait partout. Il fallait se cacher, attendre, lutter chaque petit moment pour pouvoir survivre au suivant. Sous cette obscurité, pourtant, la nature ne s'arrêtait pas vraiment. Cachée dans le sol, dans les fissures des rochers, dans les coins les plus reculés des forêts mortes, la vie essayait encore de persister. Certaines graines dormaient profondément, en espérant un jour retrouver un peu de soleil. Certains animaux minuscules, bien cachés, utilisaient toute leur énergie pour trouver la prochaine bouchée. La terre entière semblait figée, mais en silence, des choses continuaient de se préparer. L'obscurité et le froid avaient plongé la planète dans une crise profonde. Mais même dans l'ombre et dans le froid, certains organismes commençaient à tirer avantage de cette situation. Les plantes étaient absentes, mais quelque chose d'autre, qui n'avait pas besoin de lumière du tout, allait profiter de toute cette matière morte et de cette absence de compétition. Ce nouvel acteur, c'était le monde invisible des champignons et des êtres capables de vivre dans l'ombre et sur les restes d'un passé détruit. Dans ce monde plongé dans la nuit, où rien ne bougeait à la surface, la disparition de la lumière changeait tout. La vie suivait d'habitude un rythme fait de jour et de nuit, mais maintenant il n'y avait presque plus que l'obscurité et le froid. Les plantes étaient parmi les premières à souffrir. Elles vivaient grâce à la lumière du soleil, dont elles avaient besoin tous les jours. Sans lumière, elles ne pouvaient plus fabriquer leur propre nourriture. Leurs feuilles ne devenaient plus vertes, elles tombaient. Les tiges et les branches perdaient leur force et devenaient brunes puis noires. Même les racines, cachées sous la terre, n'arrivaient plus à absorber ce qu'il fallait, car le sol était sec, pauvre, rempli de cendres et parfois de poisons venus de la pluie et du ciel. La mort des plantes ne s'est pas faite en un instant. D'abord, les plantes les plus fragiles moururent. Les petites herbes, les fleurs qui poussaient près du sol se sont fanées très vite. Ensuite, les broussailles et les buissons ont perdu toutes leurs feuilles. Les arbres, même les plus vieux, n'ont pas pu résister à l'absence de lumière. Leurs rameaux sont devenus cassants, charbonneux, puis ils se sont effondrés au sol. Partout, le paysage devint gris, triste, jonché de troncs morts et de feuilles mortes. Et surtout, la couleur verte n'existait presque plus nulle part. Sans plantes vivantes, la nourriture venait à manquer pour tous les animaux qui comptaient sur elle. Les grands dinosaures herbivores, qui mangeaient chaque jour des tonnes de feuilles, de rameaux et d'herbes, ont rapidement souffert. Leur force venait de toute la masse de végétaux qu'ils mangeaient chaque jour. Pendant des millions d'années, ils avaient été nombreux, parfois en groupes énormes, traversant les plaines et les forêts à la recherche de nourriture. Mais maintenant, ils ne trouvaient plus rien à manger. Ils marchaient de plus en plus loin, cherchaient dans tous les endroits, mais rien ne repoussait.
leur ventre restait vide. Beaucoup sont morts de faim, s'effondrant lentement sur le sol devenu stérile. Après les herbivores, ce fut au tour des carnivores d'être en difficulté. Les grands prédateurs qui chassaient les dinosaures et les autres animaux pour survivre n'avaient de plus de proie. Tout était lié. Quand la nourriture pour les uns disparaît, la vie pour les autres devient impossible également. Les carnivores pouvaient parfois trouver le cadavre d'un gros animal mort de faim, mais cela ne suffisait pas longtemps. Les corps des animaux qui mouraient s'accumulaient. Les plus gros prédateurs devenaient maigres, lents, perdant leur puissance, jusqu'à ne plus pouvoir se relever. La chaîne alimentaire était cassée à plusieurs endroits. Les petits animaux, comme certains oiseaux, n'avaient plus de graines ni d'insectes à manger. Beaucoup d'insectes s'étaient envolés ou étaient morts également, car ils avaient besoin des fleurs pour se nourrir. Les fruits, qui apportaient l'énergie à d'autres animaux, ne poussaient plus, car il n'y avait plus de pollen, plus de floraison, plus rien. Tous les cycles naturels étaient arrêtés. Les rivières étaient silencieuses. Les poissons qui se nourrissaient de plantes mortes, d'algues ou d'insectes n'avaient plus rien dans l'eau. Beaucoup nageaient en rond au début, cherchant de la nourriture, puis finissaient par s'affaiblir, ralentir et mourir. La couleur de l'eau changeait, devenait sombre, parfois huileuse ou couverte d'une couche grise de cendres. Les quelques animaux qui arrivaient à survivre dans l'eau étaient en général petits, cachés, mais même eux n'avaient plus grand-chose à manger. Le sol, qui était vivant avant, est devenu pauvre et sec. Il y avait partout une couche épaisse de cendres, de poussière et de débris de plantes mortes. Cette couche empêchait la lumière de pénétrer, même si un jour le ciel redevenait plus clair. Les graines qui étaient tombées sur le sol étaient étouffées, incapables de germer, privées d'eau et d'air pur. Certains sols étaient aussi contaminés par les pluies acides et les produits chimiques emmenés par le vent après l'impact. Cela ajoutait une difficulté supplémentaire à toute forme de vie qui voulait s'installer. Dans les plaines où passaient autrefois de grands groupes d'herbivores, tout était désormais silencieux. Il ne restait que des ossements blanchis ou encore couverts de chair, des montagnes de restes qui attendaient la décomposition. Cependant, le froid ralentissait même cette décomposition. Les carcasses gelaient, les abdomens gonflaient sous l'effet des gaz, puis éclataient, dispersant des odeurs très fortes. Certains animaux, encore vivants, venaient parfois mordre dans les restes, mais souvent ils n'y trouvaient plus rien de comestible. Les insectes et les vers, qui transforment d'habitude les déchets organiques en sol fertile, étaient absents en grande partie. Leur disparition entraînait une lenteur dans le recyclage des matières mortes. Très peu d'animaux, capables de vivre dans les conditions toxiques qui régnaient après l'impact, arrivaient à trouver leur place. Certaines bactéries et champignons, eux, allaient bientôt profiter de cette nouvelle abondance de matière à décomposer. Mais ce début était lent et difficile. Tout était donc bouleversé. Plus de plantes, presque plus d'herbivores, presque plus de carnivores, très peu d'insectes et de reptiles. Beaucoup d'oiseaux, qui dépendaient d'insectes ou de graines pour vivre, disparaissaient également. Les œufs restaient froids dans leur nid ou n'étaient jamais pondus. L'absence de vie nouvelle marquait chaque paysage. Quand il ne restait presque plus de vie en surface, certains animaux très résistants essayaient de survivre. Les crocodiles, par exemple, étaient capables de rester longtemps sans manger. Certains sont restés cachés dans des zones humides, parfois enfoncés dans la boue glacée ou dans des lacs couverts de cendres. Mais même eux devaient faire attention à la qualité de l'eau qui devenait empoisonnée par les produits issus des centaines de plantes et d'animaux morts. Certains étaient malades, muets, faibles, mais une poignée réussissait à tenir. Ils se nourrissaient des cadavres ou attendaient la moindre occasion pour attraper un petit animal de passage. Certains petits animaux, comme les mammifères très discrets, faisaient aussi ce qu'ils pouvaient. Beaucoup d'entre eux se cachaient sous terre ou dans des fissures parmi les cailloux. Leur vie était devenue une suite de dangers. Il fallait éviter l'air toxique, se protéger du froid
échapper aux prédateurs qui cherchaient de la moindre proie vivante. Ils se nourrissaient de graines envoyées avant la catastrophe, d'insectes morts, d'œufs abandonnés ou même de minuscules débris organiques. Les animaux qui vivaient près des bords de mer souffraient également. Les algues de la mer mouraient, la lumière n'atteignant plus le fond. Les poissons mouraient, suivis des crustacés et ensuite des oiseaux de mer qui s'en nourrissaient. La plage était jonchée de carcasses vides. La mer sentait mauvais et l'eau n'était plus claire ou bleue, mais grise et épaisse par endroits. Près des volcans, quelques êtres réussissaient à se maintenir, profitant de la chaleur dégagée par la terre en fusion. Mais ces zones étaient aussi très dangereuses. L'air y était chargé de gaz empoisonnés, le sol tremblait beaucoup et la pluie qui tombait y était très acide. Les conditions changeaient d'heure en heure, parfois même de minute en minute. Les matières mortes qui couvraient la surface représentaient un immense stock d'énergie, mais il fallait être capable de les utiliser. Plantes, arbres, herbes, algues, animaux, tout s'était transformé en un tapis épais qui s'accumulait jour après jour. Que ce soit dans les marécages, les forêts ou sur les rivages, rien ne se transformait ni ne réapparaissait vraiment. L'odeur de décomposition emplissait l'air partout où les gaz pouvaient encore se diffuser. Plusieurs fois pendant cette période, le climat a encore changé. Des chutes de température rapides, des épisodes d'une extrême sécheresse, puis soudain beaucoup d'eau à cause de pluies acides, alternaient sans arrêt. Chaque fois que le froid devenait plus fort, les rares survivants devaient trouver de nouveaux abris, parfois au fond de grottes, sous de grosses roches ou dans d'anciens terriers abandonnés. Tous ceux qui avaient espéré une reprise rapide de la vie voyaient autour d'eux seulement de la mort, de la disparition et du silence. Même l'air prêtait à la difficulté. Respirer faisait mal, surtout les jours où le vent portait les poussières très loin dans les terres. Les yeux piquaient, la gorge brûlait, certains animaux suffoquaient s'ils ne trouvaient pas de refuge. Le cycle des saisons, autrefois si important, avait presque disparu. Il n'y avait plus de printemps pour faire pousser les feuilles, plus d'été pour mûrir fruits et graines, plus d'automne pour préparer les réserves, plus d'hiver pour dormir. Simplement une longue période de nuit, de froid, de faim. Le temps semblait arrêté. Les seules couleurs visibles étaient celles du ciel gris, du sol noir ou blanc de cendre, de l'eau noire et des carcasses brunes. Aucun cri d'oiseau, aucun bourdonnement d'insectes, aucun bruit d'animaux dans la forêt. La terre n'était plus qu'un vaste cimetière de ce qui existait avant. Dans les profondeurs du sol, pourtant, certaines structures restaient. Les racines mortes formaient des réseaux, parfois utilisés par des êtres minuscules pour s'abriter ou se déplacer à la recherche de nourriture. Dans certains endroits, la vie microscopique profitait de toute cette matière en décomposition. Les bactéries et certains champignons commençaient à transformer peu à peu la couche de matière morte. Ce travail était lent, mais il préparait sans le savoir le sol pour un avenir différent. Des mois puis des années passèrent dans cette obscurité. Les surfaces chargées de restes, privées de lumière et empoisonnées, semblaient ne plus rien offrir. Mais ce qui restait de vie cherchait sans relâche à s'adapter ou à trouver de nouvelles façons de survivre. La disparition de la plupart des plantes montrait que la vie pouvait se terminer très vite si les conditions du monde changent. La chaîne alimentaire reposait sur elle. Quand elle meurt, tout ce qui dépend du verre, du soleil et de la chaleur meurt aussi, jusqu'aux prédateurs les plus puissants. Dans ce décor gelé et silencieux, un nouveau type de vie était sur le point de devenir important. Là où la lumière et la chaleur avaient disparu, là où rien ne poussait et peu d'animaux bougeaient, d'autres formes de vie, plus discrètes mais très efficaces, allaient occuper toute la place laissée vide par les plantes et les grands animaux. Ces êtres allaient jouer un rôle essentiel dans le futur de la planète, en profitant de toute cette matière morte restée sans maître. Dans cette terre silencieuse et froide, où les plantes étaient disparues et les animaux devenus très rares, il restait énormément de matière morte un peu partout. Les arbres tombés formaient d'épais tapis de bois pourri sur le sol. Les herbes desséchées, les feuilles mortes en couches épaisses, les cadavres d'animaux abandonnés,
Tout cela couvrait la surface de la planète. Rien ne bougeait à la lumière, mais dans l'ombre et sous la couche de cendres, une forme de vie nouvelle était en train de se multiplier. Les champignons. Les champignons ont commencé à apparaître partout où il y avait des restes de plantes ou d'animaux. Ils n'avaient pas besoin de soleil. À la différence des arbres, des herbes et des fleurs qui tirent leur énergie de la lumière, les champignons trouvent leur nourriture dans la matière en décomposition. Ils grandissaient sur les troncs morts, sur les racines, dans les sols riches en restes, sur les carcasses abandonnées. La nuit et le froid ne les arrêtaient pas. Même privés de chaleur, ils étaient capables de se répandre dans les endroits les plus cachés et les plus hostiles. Les premiers champignons qui apparaissaient étaient souvent très simples et discrets. Ils formaient de fins filaments blancs ou clairs à la surface du bois ou au contact de la terre. Ces filaments sont appelés mycélium. Ce sont eux qui recherchent la nourriture. Quand ils trouvent une source de matière morte, ils s'y installent, s'étendent, percent la matière, l'absorbent, morceau par morceau. Tout leur corps est composé d'un réseau ramifié qui s'allonge dans toutes les directions, enveloppant chaque partie des restes végétaux ou animaux. Avec des conditions sombres et humides, les champignons pouvaient grandir plus vite. La pluie, même acide, aidait l'humidité à se maintenir au sol, permettant aux filaments de pénétrer profondément dans la matière. Très souvent, les cendres étaient si épaisses que le sol restait humide plus longtemps, ce qui favorisait la croissance des champignons. Parfois, on voyait apparaître des taches sombres, des moisissures ou des peluches blanches sur le bois et les feuilles mortes. C'était le signe que les champignons étaient au travail. Il existait de nombreux types de champignons. Certains se développaient principalement sur le bois mort. Ils disséquaient le bois, le ramollissaient, puis le transformaient en fragments mous. D'autres préféraient la matière animale, la chair, la peau, les plumes, parfois même les os. Sur les cadavres laissés sans prédateurs, des colonies de champignons recouvraient la peau, pénétraient les muscles et réduisaient peu à peu le corps en une boue organique. Les champignons produisent aussi des spores pour se reproduire. Les spores sont de minuscules grains invisibles à l'œil nu. Ils se dispersent dans l'air dès que l'humidité, la température et le vent le permettent. Même sans animaux ni insectes, le vent et la pluie aidaient ces spores à voyager sur de grandes distances. Dès que les spores tombaient sur une nouvelle couche de matière morte, elles germaient, donnaient naissance à un nouveau mycélium. Lentement, mais sans arrêt, les champignons colonisaient tout ce qui pouvait leur servir de nourriture. En profondeur, certains champignons descendaient dans le sol, le traversaient, trouvaient d'anciens restes de racines ou de graines mortes. Ils formaient alors d'immenses réseaux souterrains. Parfois, ils reliaient différents endroits entre eux, un tronc d'arbre par ici, un cadavre caché là-bas, une couche de feuilles mortes plus loin. Ce réseau permettait aux champignons d'explorer de nouveaux espaces à la recherche de plus de matière à absorber. Les champignons jouaient un rôle important dans l'équilibre de la planète. En décomposant tout ce qui était mort, ils transformaient la matière complexe en éléments plus simples. Le bois dur devenait fibreux, puis mou, puis disparaissait presque sans trace. Les feuilles mortes perdaient leur consistance, devenaient une boue foncée, puis se mélangeaient au sol. Même les os et les carcasses les plus résistantes finissaient par être dissoutes grâce à l'action des champignons, et les restes se transformaient en sels minéraux, en poussière et en eau. Cette transformation était essentielle. Sans les champignons, la matière morte aurait seulement recouvert le sol pour toujours. Rien n'aurait pu repousser un jour, car tout aurait été bloqué par d'interminables couches de restes impossibles à casser ou à réduire. Grâce à l'action de millions de champignons différents, le sol retrouvait peu à peu de la souplesse, de la légèreté, de la fertilité. En même temps, les champignons enrichissaient la terre. Quand ils décomposent la matière, ils dégagent de petites quantités de différents gaz. Cela change la composition du sol et de l'air, permet à de nouveaux cycles chimiques de se mettre en place. Avec le temps, le sol contenant beaucoup de débris décomposés devient meilleur pour accueillir à nouveau de la vie. Certains champignons formaient parfois de petites têtes ou des sortes de chapeaux colorés,
mais c'était rare dans un environnement aussi pauvre en lumière. La majorité restait cachée. Ils n'avaient pas besoin de montrer leurs fruits pour se reproduire, car leurs spores se dispersaient sans attirer les animaux, qui étaient maintenant très peu nombreux. Certains types de champignons vivaient même dans l'eau ou sur les bords des lacs gelés. Là, la décomposition était plus lente à cause du froid, mais la matière organique restait tout de même une source de nourriture. D'autres champignons, microscopiques, se trouvaient dans les anciens marécages et dans les flaques d'eau. Ils brisaient les restes de plantes aquatiques ou d'animaux morts, permettant au cycle naturel de se poursuivre dans l'eau comme sur la terre ferme. À partir de ce moment, la planète était dominée par ces êtres discrets, invisibles à grande distance, mais omniprésents dès qu'on regardait de plus près la surface. La transformation de la Terre en monde de champignons ne se fit pas en un jour. Cela demanda des mois et des années. Mais chaque jour apportait un peu plus de décomposition, un peu plus de transformation, un peu plus de vie souterraine. Le travail des champignons permettait aussi de recycler des éléments essentiels comme le carbone, l'azote ou le phosphore. Ces éléments libérés retournaient dans le sol où ils seraient utiles plus tard pour d'autres formes de vie. Même si la lumière du soleil ne revenait pas encore, même si la pluie était toujours acide et le climat très froid, la planète redevenait lentement un milieu où la vie serait à nouveau possible grâce à une terre enrichie. En certains endroits, la couche de matière morte se transformait peu à peu en une sorte de sol noirâtre, très riche. Ce sol n'était pas encore prêt pour que de nouvelles plantes y poussent, mais il se préparait à redevenir fertile. Les anciens paysages plats ou vallonnés s'étaient changés en terrain recouvert d'une petite couche vivante de champignons et de débris transformés. Sous la surface, il y avait aussi beaucoup d'activités. Les racines mortes, les graines non germées, les cadavres enfouis, servaient de nourriture à une grande variété de champignons souterrains. Ils étaient à l'abri du vent, de la pluie, des températures extrêmes, et ils travaillaient lentement mais sûrement pour reformer le sol. À la différence des plantes et des animaux, les champignons n'avaient pas de saison. Ils travaillaient tout le temps, 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année. Tant qu'il y avait assez d'humidité, de matière organique et de température non trop froide, le processus de décomposition ne s'arrêtait pas. Même en hiver, sous la cendre et la neige, ils progressaient par petits réseaux, cherchant le moindre morceau à transformer. Sans lumière, sans besoin d'espace ouvert, les champignons couvraient d'immenses surfaces, même là où la vie semblait éteinte. Ils étaient capables de se lier entre eux. Certains réseaux atteignaient des distances immenses sous terre. Parfois, un seul champignon couvrait toute une vallée de racines et de restes morts, connectant des points très éloignés sous la surface. Ce monde de champignons n'était pas visible pour les rares survivants qui essayaient encore de vivre à la surface. Les petits mammifères, les crocodiles restés dans les marais, les insectes cachés trouvaient parfois leur abri ou leur nourriture grâce à la présence des champignons. Certains tentaient de manger leurs filaments, mais la plupart cherchaient à éviter la concurrence pour les rares ressources encore disponibles. La dominance des champignons ne signifiait pas que la vie était abondante ou riche, mais simplement que la matière pouvait à nouveau circuler dans la nature. Cette étape était indispensable. Sans eux pour préparer le terrain, aucune plante n'aurait pu repousser. Aucun animal n'aurait pu trouver de quoi manger. Toute chance de renaissance passait par le travail de ces décomposeurs. Les années passaient, et, pendant tout ce temps, le sol devenait plus meuble, moins chargé en poison et de plus en plus riche en éléments simples. L'air commençait aussi à changer. À force de piéger le carbone et de transformer la matière, les champignons jouaient un rôle discret dans la régulation du climat. Ils aidaient aussi à l'élimination de certains gaz toxiques, en changeant lentement la composition de l'air près du sol. Même si le monde restait sombre, le sol de la Terre recommençait à respirer à sa manière. L'odeur de la décomposition laissait parfois place à une odeur plus douce, celle de la terre humide et transformée. Là où la pluie était un peu moins acide ou le froid un peu moins intense, le travail des champignons avançait plus vite. Dans ces zones, la vie souterraine préparait sans le savoir le retour de la vie visible, un jour plus lointain.
Dans quelques coins isolés, d'autres petites formes de vie commençaient à réapparaître, profitant du travail des champignons. Parmi les décombres et la boue noire, certaines bactéries et microbes s'installaient, se nourrissant à leur tour de ce qui restait après le passage des filaments du mycélium. Puis d'autres organismes minuscules apparaissaient, apportant une complexité plus grande à ce sol devenu actif. Ce nouveau cycle ne ressemblait pas à l'ancien. Il n'y avait pas de grands arbres ni d'animaux forts, mais une activité discrète, efficace et souterraine. Toute cette lente transformation était indispensable pour que, le moment venu, les premières plantes puissent à nouveau tenter de germer et de s'élever vers une lumière qui redeviendrait, très lentement, possible. Quand le nuage de poussière commença enfin, après longtemps, à retomber sur le sol, certains endroits devinrent un peu moins sombres. L'action continue des champignons avait créé une base nouvelle et riche. Les graines restées en sommeil depuis de nombreux mois étaient prêtes à essayer de pousser dans un monde différent, forgé par l'obscurité, le froid, la destruction, puis par la patience et l'efficacité des maîtres cachés du sol. Dans ce monde transformé par les champignons, où la vie souterraine nettoyait le sol et le préparait lentement, la surface restait pourtant déserte. Les forêts étaient tombées, les plantes n'avaient pas repoussé et la grande majorité des animaux avaient disparu. Mais dans ce décor de cendres et de matière morte, certains animaux, très peu nombreux, essayaient de survivre malgré tout. Ce n'étaient ni les plus gros, ni les plus forts, ni les plus abondants d'autrefois. Seuls certains rescapés pouvaient aujourd'hui subsister dans des conditions aussi dures. Les grands dinosaures, qui dominaient la Terre avant la catastrophe, avaient besoin de beaucoup de nourriture pour survivre. Ils étaient nombreux à devoir manger chaque jour des quantités énormes de feuilles, de plantes ou même d'autres animaux. Leur taille ne leur laissait aucune chance. Il n'y avait plus rien à manger sur tout le continent. Les plus jeunes, plus fragiles, mouraient rapidement. Les adultes, privés de force, devenaient lents et vulnérables. Leur corps s'affaiblissait et ils cherchaient en vain quelque chose de vivant à mâcher. Certains marchaient longtemps, parfois sur des jours entiers, jusqu'à tomber d'épuisement. D'autres restaient immobiles, attendant une pluie ou un peu de chaleur, mais sans énergie, ils mouraient sur place. Beaucoup finissaient leur vie dans des clairières froides ou près des cours d'eau gelés. Leurs restes étaient bientôt cachés sous une couche de cendres, puis décomposés par les champignons qui couvraient toute la surface. Il n'y avait pas que les dinosaures qui disparaissaient. Tous les grands animaux, reptiliens ou non, souffraient autant. Les grands reptiles marins mouraient dans des mers devenues pauvres, en proie. Il ne restait rien pour les nourrir. Les grands oiseaux, jusqu'alors habiles volant ou courant sur la terre, perdaient leurs œufs et ne trouvaient pas d'insectes. Les petits oiseaux restants n'avaient ni graines ni fruits à picorer, et ceux qui tenaient quelques jours de plus mourraient d'une faim terrible. Cependant, certains animaux résistants démontraient qu'il était parfois possible de survivre, même quand tout avait disparu autour d'eux. Les crocodiles géants, nombreux dans les marécages avant la catastrophe, avaient des habitudes différentes. Ils pouvaient rester sans bouger pendant de longues périodes et supporter la faim pendant de nombreuses semaines. Quand les rivières sont devenues toxiques, polluées par les cendres et les gaz venus du ciel, la plupart des poissons et des tortues ont disparu. Celles qui restaient étaient de moins en moins nombreuses, mais quelques crocodiles persistaient, profitant de leur capacité à supporter des eaux pauvres, froides ou sales. Ces crocodiles géants restaient cachés à moitié dans la boue ou sous l'eau, ne bougeant que rarement. Parfois, ils trouvaient de quoi manger. Un poisson mort tombé par hasard dans des eaux dormantes, un oiseau faible ou malade cherchant un abri près du rivage, ou même un petit reptile, lui aussi à la recherche de nourriture. Quand ce n'était pas possible, les crocodiles gardaient leur énergie. Ils réduisaient leurs mouvements, attendaient que le froid passe, que la poussière retombe ou que la pluie apporte de nouveaux restes du ciel. Un autre avantage des crocodiles était leur peau épaisse. Cette carapace les protégeait contre les cendres, l'eau toxique et même le froid pour un moment. Leur respiration pouvait aussi se ralentir beaucoup, leur permettant de rester longtemps sous terre ou dans l'eau,
là où il faisait un peu moins froid, loin du danger immédiat. Ils étaient solitaires, parfois réunis dans des trous d'eau peu profonds, mais chacun se battait pour survivre à sa façon. Dans cette lutte dure pour survivre, d'autres animaux tentaient également de tenir. Certains très petits reptiles, comme quelques espèces de lézards, cherchèrent la chaleur dans des pierres ou sous les cendres. Mais même pour eux, la vie devenait impossible sans insectes à manger, ni abri pour éviter la pluie acide ou la pollution du sol. Beaucoup de ces petits animaux s'enfonçaient dans des crevasses, hibernaient s'ils le pouvaient, mais la plupart finissaient par mourir aussi, privés de nourriture essentielle. Les amphibiens, habitués à la vie entre l'eau et la terre, étaient eux aussi condamnés. Les eaux stagnantes étaient sales et froides, sans plantes ni insectes pour y trouver de la vie. Les têtards mouraient avant d'achever leur transformation, les grenouilles n'avaient plus d'abri ni de quoi se nourrir, les salamandres disparaissaient partout où l'eau n'était plus saine. Le sol, jusque-là peuplé d'innombrables insectes, fourmis, scarabées et autres petites bêtes, était presque vide. Tous ces animaux dépendaient eux aussi des plantes, des racines, des champignons ou des restes d'autres animaux pour vivre. Sans végétation et avec les gaz toxiques descendus du ciel, les recoins du sol ne protégèrent plus des dangers. Souvent, après de longues fouilles sous la terre, on ne trouvait que des galeries vides, des œufs sans vie, des anciens nids abandonnés. Pourtant, dans cette désolation, il existait encore des survivants cachés, des espèces capables de résister là où tout s'était effondré. Chez les oiseaux, certains petits groupes tenaient bon en mangeant ce qu'ils trouvaient sur les carcasses d'animaux morts, mais ils étaient rares. Un plus grand nombre dépendait entièrement de la chance. Les oiseaux qui vivaient près de la mer, comme les goélands, pouvaient picorer parfois des petits êtres aquatiques morts ramenés par la marée, mais très vite, cette ressource disparaissait elle aussi. Parmi les rares animaux à pouvoir résister un peu plus longtemps, on retrouvait encore parfois quelques espèces de tortues, soit cachées dans la boue, soit abritées sous des racines mortes. Leur carapace pouvait les protéger du froid et des cendres, mais la famine finissait presque toujours par avoir raison d'elles. Elles s'enfonçaient dans la terre, souvent pour ne jamais en ressortir. Avec tous ces grands et moyens animaux en voie de disparition, il ne restait plus grand-chose dans le ciel, dans les marais, sur la terre ou dans l'eau. La planète devenait silencieuse. Les seuls bruits étaient parfois ceux du vent ou du passage d'un animal malade cherchant de la nourriture. Les forêts mortes ne résonnaient plus du bruit des grands troupeaux. Les plaines étaient vides de tout mouvement, les montagnes couvraient de cendres et de pierres. Les animaux survivants de cette période étaient tous des êtres rares, plus silencieux, qui évitaient de se faire remarquer. Ils marchaient lentement, cherchaient sous les pierres ou dans la boue la moindre réserve de nourriture. Les plus chanceux tombaient sur une carcasse récente ou un œuf oublié dans un trou. Certains se risquaient à manger même ce qui n'était plus comestible, de peur de mourir de faim. La disparition de la majorité des grands animaux modifia aussi la terre dans d'autres aspects. Les végétaux morts n'étaient plus piétinés, plus dévorés, plus transportés d'un endroit à l'autre. Cela ralentit la formation du sol dans certains endroits, car tout était statique, immobile, accumulé. Les champignons prenèrent la place, décomposant la matière à leur rythme, mais sans l'aide des milliers de bêtes qui d'habitude participaient à la transformation de la nature. Au-dessus des lacs, des rivières et des marécages, l'absence des oiseaux et des amphibiens fit que certains endroits devinrent envahis par les restes de matière morte, sans que personne ne vienne les nettoyer. Le vent poussait parfois de grands tas de feuilles ou de boue qui formaient des digues ou des monticules noirs. Ces endroits étaient autant des pièges que des refuges pour les crocodiles qui trouvaient là des recoins à l'abri des courants d'air glacé. Les interactions entre les derniers survivants étaient souvent violentes, car la nourriture était tellement rare qu'il fallait se battre pour survivre. Les crocodiles, par exemple, n'hésitaient pas à s'attaquer les uns les autres si une carcasse était disponible. Les petits animaux fouillaient partout et parfois mangeaient même des restes déjà en décomposition avancée laissés par les champignons.
Avec la chute presque totale des grands et moyens animaux, certains petits êtres, encore moins visibles, essayaient de survivre. Cela incluait quelques insectes résistants, capables de continuer à vivre de la matière en décomposition. Ils utilisaient les champignons comme abri, se cachaient dans la matière humide et mangeaient les restes invisibles laissés derrière le travail du mycélium. Mais ces cas restaient exceptionnels. La règle était la disparition et le vide. Les paysages d'alors semblaient tous pareils. Il n'y avait pas un endroit où voir beaucoup de vie. Le ciel était pâle à cause de la poussière. Les rivières roulaient lentement sous une couche grise. Les marais étaient immobiles, couverts d'une mousse sombre. Les montagnes étaient perdues sous la cendre et les pierres. Les plaines n'avaient plus de pistes, car plus rien ne marquait la terre. Les grands animaux laissaient parfois derrière eux des traces de pas fossilisés, bientôt disparus sous les pluies et la boue. Le climat restait hostile pendant de longues périodes. La température ne remontait presque jamais. Les nuits étaient très froides. Les jours ne réchauffaient rien, même quand un peu de clarté filtrait à travers les nuages. Les vents glacés sifflaient sans obstacle, traversant les forêts mortes, soulevant parfois des nuages de poussière qui retombaient plus loin sur la surface de la planète. Même l'apparence des survivants avait commencé à changer. Les crocodiles étaient encore plus robustes, leur peau semblait plus sombre à cause de l'accumulation de cendres. Les rares oiseaux qui subsistaient perdaient souvent leur couleur. Leurs plumes devenaient ternes ou tachetées de gris. Les petits reptiles, s'ils existaient encore, avaient une apparence sale, couverts de boue, de saleté ou de restes de feuilles mortes. À la fin de cette période, la diversité des animaux sur Terre était la plus faible depuis des millions d'années. Les plus gros, les plus rapides ou les plus impressionnants étaient repartis à jamais. Les espèces les plus simples, les plus cachées, celles capables d'attendre et de tenir sans presque rien, étaient les seules à voir un peu de lumière dans l'obscurité. Avec tout cela, la Terre était prête pour un nouveau départ. L'absence des grands dinosaures, la disparition des oiseaux et des reptiles imposants, la mort de milliers d'autres animaux avaient libéré de l'espace pour d'autres vivants, plus petits, plus discrets, mieux adaptés à la faim, au manque de chaleur, à la cendre et à l'obscurité. Le passage de cette époque terrible avait été marqué par la force de quelques survivants, mais surtout par leur capacité à s'adapter, à attendre, à profiter du peu disponible, à se fondre dans la nature hostile. C'était le début d'une nouvelle ère où vivre demandait plus que la force, la taille ou la vitesse. Il fallait surtout être habile et savoir rester caché pour avoir une chance de continuer sur une terre transformée. C'est dans cette ambiance étrange, faite de silence et de ténèbres, que les petits mammifères, réfugiés sous terre ou dans la matière décomposée, allaient trouver une chance exceptionnelle de faire partie du monde vivant, même si la surface restait encore très dangereuse et pauvre. Dans cette période froide et sombre, alors que la plupart des grands animaux avaient disparu, une autre forme de vie continuait de lutter discrètement pour rester présente sur Terre. C'étaient les petits mammifères, des animaux de petite taille que presque personne n'aurait remarqué dans le monde d'avant. Ils étaient cachés, prudents et surtout très différents des animaux géants qui peuplaient la planète des millions d'années plus tôt. Ces petits mammifères avaient la taille d'une souris, parfois celle d'un rat. Leur fourrure était simple, souvent brune ou grise pour se confondre avec le sol. Ils vivaient presque toujours sous la terre, dans des terriers profonds ou des fissures, pour se protéger du froid, du vent, de la poussière et des dangers venant de l'extérieur. La plupart utilisaient les tunnels creusés par d'autres animaux ou fabriquaient eux-mêmes de petites galeries avec leurs griffes fines. Ils n'étaient jamais très loin d'un abri car une sortie à découvert pouvait signifier la mort, soit à cause d'un prédateur survivant, soit simplement par manque de chaleur ou d'oxygène. Sortir à l'air libre ne se faisait qu'en cas de nécessité. Habituellement, c'était la nuit, quand il faisait un peu moins froid et que la température permettait de bouger plus facilement. La lumière du jour était faible de toute façon, souvent presque absente, mais la nuit offrait tout de même plus de sécurité. Les petits mammifères avançaient lentement, cherchant tout ce qu'ils pouvaient manger. Leur repas était fait de graines enfouies,
de petits insectes encore vivants, de morceaux de plantes ou d'œufs oubliés par d'autres animaux. Leur estomac pouvait accepter beaucoup de types de nourriture différentes. Cela leur donnait plus de chances pour survivre. Certains de ces mammifères avaient mis au point des techniques pour économiser leur énergie. Ils pouvaient rester cachés plusieurs jours d'affilée, sans sortir, en réduisant leur respiration et leur rythme pour supporter la faim et le froid. Parfois, ils se mettaient en boule dans un coin du terrier, utilisent leur propre fourrure pour se réchauffer et attendre que la température remonte un peu. La vie sous terre n'était pas simple non plus. Le sol était souvent compacté par les cendres et la pluie acide l'avait rendu toxique dans certains endroits. Il y avait peu de nourriture. Pour trouver quelques graines ou insectes, il fallait explorer des galeries anciennes, creuser plus profond ou risquer une sortie dangereuse. Certains mammifères avaient de petites réserves cachées, quelques graines gardées sous une pierre ou un reste d'œuf trouvé des jours plus tôt et caché dans un recoin. Mais ces réserves étaient vite épuisées si la pénurie s'aggravait. Pour rester en vie, ces petits animaux devaient être vigilants et adaptables. Ils ne restaient jamais toute une journée au même endroit s'ils sentaient que l'air devenait toxique ou que la nourriture s'épuisait. Parfois, ils marchaient sur plusieurs centaines de mètres à travers des galeries souterraines en espérant trouver une meilleure poche de nourriture quelque part plus loin. La faim poussait à tenter des trajets risqués, mais la plupart ne s'aventuraient jamais trop longtemps à la surface, pour ne pas être repérés. Certaines nuits, il arrivait que le vent fasse tomber un peu de nourriture du ciel, grains emportés par la tempête ou morceaux d'insectes morts dispersés par les mouvements de la terre. Quand cela arrivait, les mammifères étaient capables de sortir très rapidement et de ramasser ce qui pouvait servir de repas avant de replonger dans leurs abris. Pour se protéger du froid, beaucoup de ces mammifères vivaient en petits groupes, parfois 2 ou 3, parfois quelques membres d'une même famille. Cela leur permettait de partager la chaleur pendant le sommeil et de se prévenir mutuellement en cas de danger. Les plus jeunes apprenaient très vite à se cacher, à reconnaître les sons qui annonçaient les prédateurs, à sentir les vibrations qui avertissaient d'un risque dans la terre ou à respirer lentement quand l'air devenait mauvais. Certains animaux de cette époque étaient capables de sentir la nourriture à distance sous le sol. Leur museau était très sensible, capable de détecter des odeurs infimes. D'autres étaient doués pour creuser. Leurs pattes avaient évolué pour être plus larges et plus robustes, et leurs griffes étaient faites pour l'exploration des couches profondes. Les dents des mammifères étaient aussi variées. Il y avait ceux qui coupaient, ceux qui broyaient, ceux qui servaient à casser une coquille ou à gratter un reste collé sur un caillou. Cette diversité aidait chaque espèce à profiter d'un maximum de ressources quand elles étaient disponibles. Ils se méfiaient de tout. Les rares crocodiles restés dans les marécages représentaient encore une menace pour ceux qui s'approchaient de l'eau. Les oiseaux survivants pouvaient parfois repérer un petit mammifère lors de ses sorties courtes à la surface et tenter de le capturer. Mais, en général, la plus grande peur des mammifères venait du froid, de la faim et de la qualité de l'air, plus que des autres animaux. Le rythme de vie était donc lent et plein de prudence. Les femelles passaient beaucoup de temps à protéger leurs petits dans les terriers. Les jeunes étaient fragiles, sans chaleur, ils risquaient de mourir très vite, alors leur mère les couvrait de fourrure et les collait contre elles pour partager au mieux la chaleur. Certaines femelles nourrissaient leurs petits avec leur lait, un liquide spécial produit par leur corps. Ce lait était essentiel dans ces conditions difficiles, car il contenait les nutriments essentiels et gardait les petits en vie, même si la nourriture venait à manquer dehors. Cela permettait à la nouvelle génération de survivre un peu plus longtemps et de prendre des forces plus vite. Le développement des petits était rapide, car rester dépendant trop longtemps aurait été trop risqué. Dès qu'ils savaient marcher, ils accompagnaient les adultes pour apprendre à fouiller le sol, reconnaître les cachettes utiles et à revenir vite dans le terrier au moindre danger. L'expérience se transmettait ainsi d'animal à animal sur plusieurs générations. La communication entre ces animaux passait par de petits cris étouffés ou des bruits de frottement, parfois des odeurs. Ces signaux servaient à dire « reste caché, danger tout près ». La nourriture est ici, ou je suis là. La plupart du temps,
Ils préféraient le silence pour ne pas attirer l'attention, mais restaient vigilants, dressant l'oreille à la moindre vibration dangereuse. Certains mammifères étaient adaptés à manger des insectes rares encore présents dans la terre ou des vers enfouis. Leur langue était longue et fine, capable de passer entre les fissures. D'autres étaient plutôt frugivores, mais comme il n'y avait plus vraiment de fruits après la catastrophe, ils devaient se contenter de graines, voire d'écorces ou de racines. Cette souplesse alimentaire était cruciale dans ces temps où la survie ne dépendait que de ce que l'on trouvait sous la main. Avec le temps, certains mammifères sont devenus plus résistants aux faibles doses de poison présents dans les sols. Ceux qui ne supportaient pas les pluies acides ou les substances dangereuses ne survivaient pas. Seuls restaient les plus résistants, capables de digérer des proies ou des restes pollués, de supporter des températures très basses ou un manque d'oxygène passager. C'est de cette façon que la sélection naturelle permettait uniquement aux animaux les plus robustes de continuer leur lignée. Bien que la vie soit dure et les chances de survie minces, il arrivait parfois que la population de petits mammifères augmente un peu. Si par chance une zone de terre était moins polluée ou qu'un passage ancien avec assez de nourriture était découvert, alors plusieurs familles pouvaient y vivre quelques semaines, élever leurs petits et même avoir quelques surplus à mettre de côté. Mais le danger était toujours proche. La famine, une nouvelle pluie acide, un froid exceptionnel ou une coulée de cendres pouvaient tout effacer du jour au lendemain, forçant les survivants à migrer ou à tout recommencer ailleurs. La nuit régnait encore sur la planète, mais dans ses profondeurs et sous la boue, une petite activité discrète continuait. Chaque respiration était comptée, chaque graine précieuse, chaque goutte d'eau propre, chaque cachette devenue un trésor. En restant cachés, discrets, silencieux et économes, les petits mammifères montraient une forme de force que la taille ou la puissance ne permettent pas. Ils étaient capables d'attendre, d'endurer, de reprendre espoir dès qu'un signe positif se présentait dans le sol ou dans l'air. À certains moments particuliers, la terre tremblait encore un peu. De petits séismes secouaient les galeries souterraines. Les mammifères devaient faire attention pour ne pas être piégés par un effondrement. Ils connaissaient les signes, le bruit des cailloux, les vibrations dans la terre, l'odeur de la poussière fraîche. Ces signes leur faisaient comprendre quand il fallait fuir ou quand il valait mieux attendre que tout se calme avant de creuser à nouveau. Parfois, les terriers étaient inondés par de l'eau sale venue des pluies acides ou de la fonte des neiges. Il fallait alors quitter tout ce qui avait été accumulé, chercher un autre sol, recommencer plus loin. Certains animaux ne survivaient pas à ces inondations, piégés avant d'arriver à l'air libre. Ceux qui parvenaient à s'en sortir étaient souvent les plus rapides ou les plus habiles à creuser. Dans ce monde où la mort restait partout, ces petits mammifères symbolisaient la discrétion et la patience. Ils n'avaient pas la force pour changer leur environnement, mais ils s'adaptaient en silence. Ils étaient reliés au sol, à la matière en décomposition, à la toute petite vie cachée dans les fissures de la terre humide. Leur quotidien était fait de peur, de froid, de recherche et d'espoir. La nuit noire n'éteignait pas totalement la vie sur la planète. Sous la surface, là où personne ne regardait, ces petits survivants posaient les premières bases d'une nouvelle ère. Lorsque d'autres formes de vie pourraient, un jour, émerger à la surface, elles trouveraient un monde prêt à recommencer, préparé par le travail discret des mammifères et de tous ces êtres cachés dans la terre. À mesure que le temps passait, lentement, la poussière du ciel commençait à retomber sur la surface de la terre. La lumière, très faible, commença à réapparaître dans certaines régions, faisant naître un très mince espoir. Les petits mammifères, habitués à survivre dans l'ombre, étaient prêts à réagir à tout changement. Même un rayon de clarté, même un réchauffement minime pouvait bouleverser la vie souterraine. Dans les couches du sol préparées par les champignons, des graines vieilles de plusieurs années attendaient l'occasion de germer. Les êtres capables de patienter sans rien pendant tout ce long hiver étaient aussi ceux qui allaient profiter des premiers signes d'un renouveau.
dans ces années où la lumière commençait très doucement à revenir dans certaines régions, le paysage de la Terre restait bien différent de celui d'autrefois. Partout où le soleil perçait parfois l'épaisse poussière, la surface était couverte de cendres et de débris. Les anciennes forêts n'étaient plus que des étendues d'arbres morts, couchés ou debout comme des poteaux noirs. À perte de vue, le sol était gris, tapissé de feuilles pourries et de branches brisées. Il n'y avait plus de fleurs, plus d'herbes, plus aucun tapis vert sur la planète entière. On voyait des collines de terre stériles, des zones d'eau stagnantes recouvertes de boue et beaucoup de fosses criblées de restes d'animaux disparus. Le ciel n'était plus blanc ou bleu, mais souvent jaune pâle, gris, parfois totalement sombre même en plein jour. Il était rare d'apercevoir les rayons du soleil. Lorsqu'un peu de lumière passait, elle éclairait un paysage glacé, silencieux, sans couleur ni mouvement. L'air restait désagréable à respirer. Il sentait les gaz, le brûlé, la pourriture. Quand le vent soufflait, il soulevait de la poussière partout, qui entrait dans la bouche, blessait les yeux et couvrait les vêtements ou la fourrure des rares animaux encore vivants. Les forêts mortes étaient faites de troncs brisés, les branches arrachées tombaient au sol. Il n'y avait plus de feuillage pour arrêter la pluie ou le soleil. La pluie, quand elle tombait, était souvent sale, marron ou grise. Elle s'accumulait dans des trous, formant des flaques où la boue était épaisse. Parfois, la pluie emportait la cendre sur la pente des collines et la déposait dans les rivières, qui devenaient noires, lourdes, silencieuses. Les rivières n'avaient plus de poissons ou presque, et l'eau était malsaine pour tout être vivant. Même la surface de certains lacs était recouverte d'une fine pellicule d'huile, de particules brûlées ou de restes flottants issus des terres mortes en amont. Les plaines, qui autrefois abritaient beaucoup de dinosaures ou de grands troupeaux, étaient désormais plates et vides. Il n'y avait plus d'herbe, plus d'animal visible à distance, plus de pistes, plus d'empreintes récentes. Seuls les vestiges de fossiles, parfois révélés par la pluie, rappelaient qu'il y avait eu de la vie ici il y a des millions d'années. Les marais, qui constituaient autrefois des zones riches et pleines d'insectes, étaient devenus silencieux, recouverts d'une croûte de débris végétaux morts, d'ossements et de couches de boue épaisse. L'eau s'accumulait, ne trouvant plus de chemin naturel vers le large, et les restes d'animaux ou de plantes formaient des tapis lourds où plus rien ne poussait. Seuls quelques rares crocodiles résistaient dans ces refuges sombres. Leur peau était devenue plus terne. Ils disparaissaient facilement dans la boue, restaient couchés pendant des jours sans bouger. Ils sortaient parfois la nuit, chercher de quoi manger, mais il n'y avait presque rien. Quelques restes, parfois un petit animal à moitié perdu, quelques insectes ou vers cachés dans la couche humide. Au fond des forêts sombres, le silence était total. Il n'y avait plus de chants d'oiseaux, plus de bruissement de feuilles sous le vent, plus de vie dans les branches. Les seuls animaux étaient enfouis sous terre, dans les racines mortes ou dans les trous anciens laissés par les racines arrachées. Leurs mouvements étaient si discrets qu'on ne remarquait pas leur présence. Les mammifères restèrent cachés le plus longtemps possible, ne sortant que si la nuit était très noire ou si la famine était trop forte. La température, partout sur la planète, était basse. Même à midi, il faisait froid, car la lumière du soleil était trop faible pour réchauffer le sol. Les nuits étaient glacées, surtout dans les régions où les vents soufflaient fort ou dans les vallées encaissées. Sur les hauteurs, la cendre s'accumulait parfois en couches épaisses, isolant le sol mais froidement, sans rien faire pousser. Il arrivait que la givre ou le gel s'installe même durant les saisons habituellement douces. Les rares flaques d'eau gelaient la nuit et fondaient le jour, mais restaient sales, sombres et polluées. Parmi les pierres des montagnes, tout était recouvert de poussière et de sédiments. Les anciens chemins d'animaux avaient disparu, effacés par la pluie et la boue. Les falaises perdaient parfois leur sommet, car la terre était devenue fragile et glissante. Des glissements de terrain entraînaient arbres morts, blocs de pierre et cendres dans un mouvement lent vers les vallées. Cela créait de nouveaux paysages chaque année,
mais rien ne s'y installait, rien ne poussait sur le sol nu. Les plages et les bords de mer étaient eux aussi transformés. Elles n'avaient plus de sable clair. Elles étaient recouvertes de restes de bois brûlés, d'algues mortes, de carcasses d'animaux marins rejetés par la mer. La limite entre la mer et la terre était floue. L'eau était souvent sombre, froide, pleine de restes organiques dissous, de sédiments déposés sur le fond. Tous les coquillages ou crustacés visibles étaient morts ou couverts d'une pellicule grise. Aucun oiseau ne venait se poser sur la plage, car il n'y avait plus de vie à chercher ni de petits poissons à pêcher. Le silence était le maître du bord de mer. Lorsqu'on observait la planète depuis les hauteurs, chaque détail montrait les effets de la catastrophe. Tous les reliefs étaient couverts de traces sombres. On distinguait les anciennes rivières, mais elles étaient transformées en coulées de boue, marquant le pays comme de longues cicatrices noires. Les lacs ressemblaient à des taches d'encre sale posées sur le sol gris, et au centre de certains cratères, l'eau stagnait, lourde et sans vie, entourée de cendres et de débris. L'air était parfois si mauvais qu'il fallait du temps aux animaux pour reprendre leur souffle. Les gaz restaient piégés contre le sol lorsque le vent était faible. Quand la brise se levait, les poussières volaient dans l'air et retombaient plus loin, salissant encore d'autres lieux. Les pluies acides emportèrent des couches entières de terre, faisant apparaître les restes bloqués dans le sol. Vieilles racines, squelettes blanchis, fragments de coquilles, tout témoignait d'un monde passé. Même sous terre, la vie n'était pas facile. Les galeries de mammifères étaient souvent inondées ou effondrées par des pluies fortes. Les racines mortes n'abritaient plus autant d'insectes que jadis. Beaucoup de terriers étaient envahis par la boue, d'autres étaient détruits par les glissements de terrain ou les éboulements de terre. Les petits animaux cherchaient sans arrêt où se cacher, mais de nombreux endroits où ils vivaient disparaissaient en quelques jours à cause des changements de paysage. Dans certaines vallées, la pluie avait formé de nouveaux lacs temporaires, mais ceux-ci étaient pauvres en oxygène et chargés de matière morte. Les animaux qui tentaient d'y boire tombaient parfois malades à cause des poisons présents dans l'eau. Il n'était pas rare de trouver des restes d'animaux morts sur les rives ou flottant entre deux eaux. La nuit, la planète était recouverte d'une obscurité presque totale, sauf lorsqu'un orage éclatait. Les éclairs illuminaient alors pour quelques secondes la silhouette des terres mortes et des arbres sans feuilles. La pluie tombait drue, épaisse, frappant la boue et les cendres sur le sol. Parfois, des torrents naissaient des collines et traversaient les vallées, emportant tout sur leur passage, puis disparaissaient en laissant derrière eux des marques profondes, signes du passage de l'eau et du temps. Même si tout semblait arrêté, certains signes révélaient que la planète n'était pas complètement éteinte. Parfois, au matin, on distinguait de petites traces sur la cendre rassemblées près des flaques, là où un animal était venu boire. D'autres jours, on voyait le contour d'un terrier frais, creusé à la hâte, preuve que des petits mammifères vivaient encore sous la surface. Beaucoup plus rares, mais visibles à l'occasion, étaient les petites formes cachées sous des souches, cherchant la moindre graine ou un reste à manger. Dans quelques rares endroits où le froid n'était pas trop fort et où le sol gardait un peu plus d'humidité, on apercevait parfois un mince voile vert, comme une mousse timide ou une tache sombre. Ce n'étaient pas encore des plantes, mais de petits champignons tenaces ou de minuscules débris végétaux préservés par la chance. Pourtant, même là, la croissance était très lente et rien ne formait de paysage vivant. Au fil des saisons, et même si les saisons étaient moins marquées qu'avant, le monde restait figé dans cette ambiance froide, grise, silencieuse, parfois percée par le bruit de la pluie, le souffle du vent ou un glissement de terrain. Les bruits d'animaux étaient très rares, les couleurs de la vie entièrement absentes, l'odeur de la terre remplacée par celle de la pourriture et des gaz. Nombreux étaient les endroits où l'on trouvait seulement des os mélangés à la boue, cachés sous la cendre ou visibles après une averse. Là où la vie persistait, elle était discrète, invisible, toujours cachée. L'environnement obligeait toutes les formes de vie à se cacher ou à s'adapter. Ceux qui ne trouvaient pas d'abri, de nourriture ou d'eau potable ne survivaient pas.
Les animaux qui avaient pu résister jusqu'à cette époque étaient ceux qui bougeaient peu, qui gardèrent leur énergie et qui savaient profiter des moindres occasions. Les autres disparaissaient. Malgré la dureté du monde, il arrivait parfois qu'une famille de petits mammifères trouve un nouveau terrier, ou qu'un crocodile trouve un abri dans une flaque de boue plus profonde. À travers toutes ces zones détruites, les éléments de la nature poursuivaient lentement leur travail. Les cendres, poussées par le vent ou la pluie, se déplaçaient sur de nouvelles terres chaque saison. Les morceaux de bois, de pierre ou de feuilles mortes s'accumulaient en couches épaisses, préparant le sol pour une possible renaissance un jour. Il fallait beaucoup d'années pour que la lumière commence vraiment à filtrer davantage à travers l'air. Mais à force de tomber au sol, la poussière qui couvrait la planète devint un peu moins épaisse chaque saison. Certains jours étaient plus clairs. Les ombres reparaissaient, la température montait légèrement. Là où l'eau s'était infiltrée dans la terre pendant des mois et des années, le sol bougeait, devenait meuble, se préparait à accueillir autre chose que les restes du passé. Dans un monde qui semblait figé dans la désolation, le moindre changement prenait une grande importance. Le simple retour de quelques degrés de chaleur ou de quelques heures de lumière pouvait tout changer pour la vie qui restait sous la surface. Les graines anciennes, les spores, les racines enfouies, toutes attendaient le moment où la planète redeviendrait un peu moins hostile. Lorsque la poussière serait enfin tombée et que la lumière du soleil redeviendrait possible au sol, le décor serait prêt à accueillir les premiers signes d'un renouveau fragile, mais réel. Quand la poussière retombait doucement vers le sol, le monde changeait peu à peu d'aspect. Ce changement prenait beaucoup de temps. Les nuages gris qui couvraient le ciel étaient moins épais chaque année. Parfois, pendant quelques heures, les rayons du soleil traversaient les couches de cendres et touchaient de nouveau la terre. Ces moments étaient très courts, mais ils suffisaient pour réchauffer la surface un peu plus que d'habitude. À chaque cycle de lumière, la température montait légèrement. Cela ne semblait qu'un détail, mais pour les êtres vivants encore cachés, cela voulait dire que des choses pouvaient changer enfin. Lorsque la lumière revenait, même timidement, l'air se réchauffait un peu et la glace fondait plus vite sur les flaques et les ruisseaux. Dans certains endroits, l'eau, emportant avec elle beaucoup de poussière et de résidus, s'infiltrait plus profondément dans le sol. Après des années de froid extrême, la terre commençait à bouger, à se ramollir, à accueillir un peu plus d'humidité. Cela favorisait la décomposition des couches mortes. Les champignons se développaient encore, mais ils trouvaient parfois moins de matière fraîche à consommer, car tout avait déjà été presque entièrement digéré. La pluie était moins acide qu'au début. Elle tombait sur le sol en gouttes lourdes, saturées de cendres, mais rincées de certains gaz toxiques qui avaient été absorbés avec le temps dans la terre ou dans la mer. La pluie emportait de minuscules fragments de vie cachés dans les matières mortes. Elle déposait aussi des éléments simples, devenus disponibles grâce au travail des champignons. Au fil des saisons, des petites rigoles se formaient sur les pentes, creusant à travers les strates de boue, faisant tomber sur les rivières ou les lacs des couches entières de sol usés. Dans des coins isolés où la couche de cendres était moins épaisse, certains endroits recevaient plus de lumière chaque semaine. Dans les forêts mortes, sur les plaines couvertes d'anciens débris, de petits carrés de lumière réchauffaient le sol stérile. Là, la température augmentait, la boue séchait un peu et l'eau devenait moins trouble. Les flaques d'eau commençaient à disparaître parce qu'elles s'évaporaient plus vite sous les rayons du soleil et le sol montrait parfois des taches plus claires ou même quelques traces de vert discret. L'air changeait aussi. Il était toujours lourd, mais moins suffocant que pendant les années de grande obscurité. Le vent, en balayant la surface, emportait les dernières vapeurs toxiques. Certains gaz produits par les feux, les volcans et la décomposition s'étaient mélangés à l'atmosphère, mais à force d'être dispersés, ils se faisaient plus discrets. Cela permettait à certains animaux de sortir plus longtemps des abris ou de respirer plus facilement. Les bruits légers de la vie, très lointains, se faisaient entendre parfois dans les creux, comme le mouvement d'une petite patte dans la boue ou un rare cri au milieu des racines mortes. Dans les marécages, l'eau devenait plus claire.
Les crocodiles qui avaient survécu pouvaient se déplacer dans un milieu moins toxique, arrachant parfois des lambeaux de terre pour y trouver des restes de nourriture plus abondants. Les derniers poissons qui avaient survécu étaient cachés tout au fond, mais l'augmentation de la lumière leur permettait de nager un peu plus vite et d'échapper parfois à la suffocation. Les amphibiens, s'il en restait, trouvaient davantage de flaques propices à la vie. Ce n'était pas encore suffisant pour faire renaître les anciennes populations, mais c'était une première étape. Parmi les monticules de terre formés par la pluie et le vent, certaines parties du sol bougeaient sous la pression de graines dormantes. Ces graines, parfois enfouies depuis plusieurs années, sentaient qu'il faisait plus chaud et qu'il y avait plus d'eau. Certaines tentaient de sortir du sol, lentement. Beaucoup ne réussissaient pas. La croûte de cendre était épaisse, le sol restait pauvre et la lumière manquait encore souvent. Mais quelques-unes arrivaient à pousser vers la surface, à traverser la boue et à sortir une tige fragile au soleil nouveau. Cette tige semblait presque invisible, mais elle signalait le début du renouveau. Sur les pentes où la pluie avait nettoyé la cendre, certains endroits accueillaient les premiers tapis de mousse ou de petites plantes simples. Ces végétaux, appelés pionniers, étaient peu exigeants. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de nutriments ni d'une lumière intense pour commencer à vivre. Ils tenaient grâce à l'humidité qu'ils puisaient dans la terre et au peu de lumière disponible. Les racines s'attachaient sur des surfaces pauvres et rendaient le sol un peu moins friable. Leur présence stabilisait la surface, empêchait la boue de s'en aller trop vite à la prochaine pluie. Les champignons gardèrent leur place importante. Ils continuaient à recycler les restes morts, à rendre les nutriments accessibles pour les plantes pionnières. Dans certaines zones où la lumière atteignait à peine le sol, les champignons produisaient des spores nouvelles qui flottaient dans l'air et retombaient encore plus loin, colonisant d'autres tas de matière organique. Ce travail silencieux et constant aidait à nourrir les premières pousses. Les animaux aussi étaient attentifs aux moindres changements. Les petits mammifères cachés sous la terre ressentaient la chaleur et la lumière qui pénétraient plus profondément. Ils sortaient parfois plus tôt qu'avant, cherchant les premières pousses de plantes, les quelques graines épargnées par le froid et les restes d'insectes revenus d'un long sommeil. Les survivants enseignaient à leurs petits où chercher la nourriture, comment repérer les endroits où la terre bougeait ou où une graine pouvait germer. Ils s'approchaient prudemment des flaques plus propres, écoutaient les bruits nouveaux apportés par le vent. Dans les endroits où la terre était la plus pauvre, la renaissance était plus lente. Il fallait des semaines, parfois des mois, pour qu'une plante parvienne à durer. Beaucoup mouraient aussitôt sortis, desséchés par une chaleur soudaine ou écrasés sous une pluie trop forte. Mais sur les bords des marécages, dans les creux où l'eau restait plus longtemps, le ver s'installait par petites touches régulières. Parfois, un seul carré de mousse résistait pendant tout un été, et l'année suivante, un carré plus grand s'étendait autour. Les animaux profitèrent aussi du retour des insectes. Des larves avaient survécu cachées dans la boue ou dans les tiges mortes. Maintenant, elles trouvaient de nouveau un peu de nourriture et pouvaient sortir à la surface. Les oiseaux, très rares, apparaissaient parfois à la recherche de ces proies. Les amphibiens mangeaient aussi les premiers insectes présents près de l'eau. Cela donnait l'espoir d'un retour très fragile, mais essentiel pour la vie. Même de très petits animaux, comme certains vers et acariens, jouaient leur rôle dans le recyclage de la matière et l'oxygénation du sol. Les jours clairs étaient encore rares. Souvent, la brume recouvrait le monde au matin, mais elle laissait place à un ciel plus lumineux à midi. La température, trop basse la nuit, remontait le jour. Les changements étaient lents mais visibles. Au début, quelques heures de clarté par semaine, puis de plus en plus de lumière chaque saison. Les ombres réapparaissaient, les formes du paysage devenaient moins floues et les couleurs revenaient timidement, d'abord autour des endroits d'eau, puis sur les pentes, puis partout où la boue était assez épaisse pour garder l'humidité. La présence de plantes pionnières et le rôle des champignons travaillant le sol étaient très importants. Sans eux, rien ne pouvait repousser. Les premières pousses donnaient de la nourriture aux petits herbivores, mais elles attiraient vite leurs prédateurs ou disparaissaient
si la sécheresse revenait soudainement. Chaque brin d'herbe, chaque tapis de mousse, chaque tige fragile était un test pour la vie, une expérience nouvelle pour la terre abîmée. Dans cette période de transition, des paysages entiers changèrent de forme. Lorsqu'un tapis de mousse s'étendait sur une zone, il pouvait protéger le sol de l'érosion lors des fortes pluies. L'eau était donc moins chargée de cendres, plus propre, et les racines des nouvelles plantes trouvaient ce qu'il leur fallait pour s'ancrer. Là où les lichens apparaissaient sur les pierres, ils facilitaient la transformation de la roche en sable fertile. Chaque intervention d'un organisme pionnier améliorait un peu la situation, ouvrait la voie à des espèces plus compliquées dans les années suivantes. C'était encore un monde fragile. Une seule tempête pouvait tout arracher, une vague de froid pouvait tout geler, une pluie trop acide pouvait détruire ce qui venait de naître. Mais la répétition des cycles, le retour de la lumière, du vent, de la pluie moins toxique, de la chaleur, permettait aux plantes et aux animaux d'essayer à nouveau. À chaque tentative, le sol devenait un peu plus riche, la terre un peu plus vivante, prête à accueillir des formes de vie nouvelles ou anciennes. Avec la patience du temps, la surface de la terre commençait à se remplir de taches de couleurs, d'odeurs légères, de bruits faibles de la vie. À l'endroit où l'eau restait un peu plus, on trouvait des mousses épaisses, des plantes à tiges simples. À l'ombre des arbres morts, le sol noirissait, portait de minuscules pousses. Les premiers insectes volaient au ras du sol, parfois capturés par des oiseaux revenus de loin ou par de petits mammifères. Les anciens paysages étaient encore loin de revenir, mais la direction était claire. La chaleur, la lumière et l'eau propre rendèrent possible la reprise d'un cycle de vie complexe. Les animaux qui avaient survécu étaient prêts à explorer ces espaces. Ils découvraient chaque jour de nouveaux lieux où trouver de la nourriture, creusaient de nouveaux terriers, construisaient de nouveaux abris. Quelques oiseaux recommençaient à chanter, d'abord timidement, puis plus fort à chaque lever du jour. La terre portait encore les cicatrices de la catastrophe, mais elle respirait de nouveau doucement. Chaque graine qui poussait, chaque insecte vivant, chaque animal qui sortait de son abri marquait le début d'un nouvel espoir. Les années passant, le ciel devenait moins gris, la pluie plus douce, le vent moins violent. Le sol se couvrait peu à peu de vie. Ce moment marquait le début d'un cycle nouveau. Le fragile retour de la lumière, du vert, du bruit, de l'air sain et de l'eau claire. Ce retour n'était jamais garanti. Il demandait beaucoup de temps et de patience, mais il préparait la planète à accueillir de nouvelles espèces et à permettre à la vie de recommencer à s'étendre. Au fil du temps, alors que la lumière se faisait plus forte et plus présente, la vie à la surface de la Terre était sur le point de changer à nouveau. La planète, après avoir survécu à tant d'années de froid, de cendres, de pluie sale et de silence, ouvrait lentement la porte à un vrai renouveau. C'était un moment délicat, où le moindre détail pouvait décider si la vie allait enfin reprendre ou s'arrêter encore. Dans les endroits où la pluie avait lavé le sol et où la cendre n'était plus aussi épaisse, de petites plantes commençaient à pousser. Ce n'étaient pas tout de suite de grands arbres ou des herbes hautes, mais des végétaux très simples, des pionniers venus de graines ou de spores dormantes depuis longtemps. Certaines étaient des mousses épaisses qui couvraient le sol humide. D'autres ressemblaient à de minuscules tiges vertes avec de petites feuilles. Quelques fougères, surtout robustes, osaient sortir de dessous la cendre pour former leurs premières frondes. Ces plantes n'avaient pas besoin de beaucoup de nourriture ni de lumière pour commencer à vivre. Elles pouvaient pousser dans un sol pauvre, parfois même sur des roches cassées ou dans des creux remplis d'eau sale. C'était le début d'un nouveau tapis vivant. Les mousses poussaient serrées comme une couche douce sur terre nue. Elles empêchaient la terre de s'effriter trop vite à chaque pluie. Les fougères commençaient à recouvrir les bords des ruisseaux et les pentes des collines, là où l'eau descendait souvent. Elles donnaient de l'ombre au sol, gardaient l'humidité, facilitant la germination d'autres graines plus fragiles cachées depuis des années. Les champignons étaient toujours là, jouant un rôle discret et efficace. Ils continuaient à transformer les vieux restes, les racines mortes, les feuilles tombées, en matière simple, utile au sol.
Les spores des champignons circulaient encore dans l'air, portés par le vent, la pluie, parfois même par les animaux qui passaient discrètement. Quand une spore tombait sur une masse de feuilles en décomposition, elle grandissait, étendant des filaments blancs appelés mycélium. Ce travail invisible rendait la terre noire, riche et souple, parfaite pour les nouvelles plantes. Le sol, grâce à cette action combinée, devenait chaque mois un peu plus vivant. Là où la cendre était lessivée par les pluies, le marron foncé prenait la place du gris sale. Au bout de quelques saisons, certains endroits se couvraient d'un tapis vert continu, résistant à la sécheresse ou aux variations de température. La mousse et les fougères construisaient ensemble le socle du nouvel écosystème. Au début, seules ces plantes simples dominaient, mais bientôt d'autres espèces plus robustes essayaient leur chance. Quelques graminées poussaient là où la terre était la plus épaisse. Les herbes avaient des racines plus longues, creusant le sol à la recherche d'eau. Elles aidèrent la terre à ne pas partir avec le vent ou la pluie, la rendaient plus solide. Les graines transportées par l'eau ou le vent trouvaient de nouveaux lieux pour s'installer. De petits bosquets de jeunes plantes se formaient, d'abord isolés, puis de plus en plus nombreux à mesure que les années passaient. Au bord des points d'eau, d'autres végétaux profitaient du retour progressif d'un climat plus doux. Des algues réapparaissaient sur la surface des flaques et des rivières, profitant de la lumière et des minéraux. Leurs filaments donnaient de la nourriture aux premiers petits animaux aquatiques revenus en nombre. Les marais retrouvaient peu à peu leur humidité. Les mousses, fougères et premières herbes tenaient les berges, stabilisant la boue et protégeant les jeunes pousses. Les animaux, eux aussi, profitaient de ce retour de la verdure. Les petits mammifères, cachés pendant tout ce temps, trouvaient maintenant de quoi brouter. Ils sortaient plus longtemps chaque nuit, cherchant les pousses tendres, grattant le sol à la recherche de graines et de racines. Certains creusaient pour déterrer des bulbes ou des vers abondants dans la terre enrichie par les champignons. La nourriture étant peu à peu plus abondante, les familles de mammifères voyaient naître plus de petits. Ils pouvaient rester ensemble plus longtemps, voyager pour trouver de nouvelles parcelles de plantes à manger, risquer des déplacements plus loin du terrier. Les insectes, redevenus nombreux, aidaient les plantes à se répandre. Ils rampaient, volaient, transportèrent du pollen d'un coin à l'autre, favorisant la reproduction des végétaux. Les fourmis creusaient dans la terre, mélangeaient les couches du sol, enfouissaient des restes qui servaient à nourrir les racines. Les scarabées mangeaient les débris, accélérant encore la transformation en terre fertile. Certains oiseaux, venus des régions moins touchées ou descendant de rares survivants, trouvaient de quoi vivre dans ce nouveau décor. Ils venaient chercher de petits insectes sur les mousses, pondaient leurs œufs dans les fougères épaisses, picoraient les graines ou les jeunes pousses. Petit à petit, leur chant teintait à nouveau les levées du jour. Les reptiles et amphibiens profitaient aussi du changement. Dans les ruisseaux plus propres, les jeunes grenouilles se développaient, aidées par la présence d'algues et d'insectes aquatiques. Quelques lézards sortaient se chauffer sur les pierres éclairées par le soleil, chassant les petits animaux présents dans l'herbe neuve. Les crocodiles rescapés des marécages devenaient moins solitaires. Ils pouvaient pondre dans des berges plus sûres, chassant les poissons et oiseaux nouveaux venus. Même si leur nombre restait bien inférieur à celui d'avant, ils participaient à l'équilibre du nouvel environnement. Avec chaque saison, la diversité de la vie augmentait. Le paysage se transformait lentement. Sur un sol autrefois gris et mort, des taches vertes s'étendaient, grignotant la cendre année après année. Les endroits où les plantes pionnières tenaient bon étaient les premiers à accueillir d'autres espèces. Les racines retenaient la terre, l'eau claire s'infiltrait sous la surface et la vie se stabilisait de plus en plus. Le travail des champignons était toujours essentiel dans ce processus. Leur présence sous le sol permettait aux plantes d'avoir accès à l'eau et à la nourriture même quand la surface était sèche. Parfois, les racines des plantes et les filaments des champignons s'entremêlaient, formant une sorte d'alliance naturelle qui aidait chacun à pousser plus fort et plus vite. Ce réseau souterrain reliait différentes parties du paysage, rendant la terre vivante sur des dizaines de mètres parfois. Plus la diversité végétale grandissait, plus les cycles naturels reprenaient. L'eau des pluies s'infiltrait lentement,
ne ruisselaient plus autant qu'avant, car les racines fixèrent le sol. L'érosion diminuait. La boue pouvait à nouveau retenir les éléments nécessaires à la vie. Des fleurs très simples commencèrent à apparaître dès que la lumière était assez stable, attirant les premiers pollinisateurs. La faune bénéficiait aussi de la multiplication des abris et des sources de nourriture. Il n'y avait plus de grands animaux comme avant, mais la présence de multiples petits êtres donnait de l'énergie au cycle du vivant. Les oiseaux passaient d'un bosquet à l'autre, les mammifères exploraient des territoires voisins, les insectes grouillaient là où la terre était la mieux exposée. Même la nuit, on entendait le bruit d'animaux fouillant dans les feuilles, grattant la surface, cherchant des graines ou des larves. Ce nouveau monde était fragile, mais chaque saison le rendait un peu plus solide. Les plantes pionnières qui résistaient aux conditions difficiles cédaient leur place à d'autres, plus exigeantes mais aussi plus efficaces. À leur tour, ces nouvelles espèces enrichissaient le sol au moment de mourir, ajoutant des couches de terre végétale. La couleur verte redevenait, doucement, la dominante dans le paysage là où elle avait totalement disparu. Dans certaines zones, les pluies fréquentes favorisaient l'apparition de petits ruisseaux permanents. Ces filets d'eau, d'abord invisibles, creusaient des sillons où les plantes prenaient racine en masse. Même des grenouilles, des insectes aquatiques et bientôt des poissons commençaient à profiter de la qualité revenant petit à petit. À la saison chaude, les bords des points d'eau bruissaient du son de la vie. Les changements n'étaient pas toujours rapides, ni partout pareils. Dans les endroits où la cendre restait épaisse, tout était plus lent. Mais, grâce au travail constant des champignons, à la pluie qui lavait la surface, aux graminées qui s'étendaient, la terre entière retrouvait un peu de fertilité. Quand de rares arbres commençaient à germer sur certaines collines, cela offrait de l'ombre, de la fraîcheur et de nouveaux abris pour beaucoup d'êtres. Ce cycle de renaissance restait dangereux et instable. Un retour soudain du froid ou une sécheresse inhabituelle pouvait faire mourir des milliers de pousses en une saison. Mais à chaque nouvel échec, la nature recommençait un cycle. Les graines dormaient, les spores attendaient, les racines s'armaient pour la prochaine chance. Les paysages reprenaient donc vie, alimentés par le courage des plantes pionnières, par le travail patient des champignons et par la capacité d'adaptation des animaux restants. Les plaines n'étaient plus désertes, les marais retrouvaient une faune, les collines se couvraient d'une fine couche verte. Les levées de soleil illuminaient chaque matin un peu plus de couleurs, de bruit et d'espoir pour les formes de vie à venir. La terre, enrichie par cette blessure immense, se préparait à accueillir d'autres êtres, d'autres plantes plus grandes, d'autres animaux différents qui allaient s'établir sur ce nouveau sol et façonner un monde plus complexe à chaque nouvelle génération. La couleur verte couvrait maintenant de plus en plus de paysages sur la planète. La lumière du soleil, présente presque chaque jour, chauffait le sol et aidait les plantes à pousser. Les mousses, les fougères, les herbes et même de jeunes arbustes grandissaient année après année. Cette nouvelle vie donnait un aspect totalement différent à la terre. Beaucoup de régions devenaient colorées, avec des taches de vert, de brun, de jaune et parfois de petites fleurs blanches ou roses. Petit à petit, la diversité végétale augmentait. Là où il y avait seulement de la mousse auparavant, on voyait maintenant des jeunes arbres pousser en petits groupes. Ces arbres étaient différents de ceux qui existaient avant la catastrophe. Ils avaient des feuilles plus petites, des racines longues pour chercher l'eau en profondeur et une écorce robuste pour résister au froid ou au soleil fort. Leurs branches donnaient de l'ombre et servaient de refuge à de nouveaux animaux. Il y avait aussi d'autres plantes, comme les graminées, qui formaient de grands tapis sur le sol et empêchaient la terre de partir avec le vent. Dans les marécages et près des rivières, les saules ou d'autres arbres adaptés à l'eau se développaient. Leurs feuilles tombaient chaque année pour enrichir la terre boueuse. Cette terre devenait idéale pour les insectes et pour de jeunes plantes qui avaient besoin de beaucoup d'humidité. Les algues étaient présentes dans toutes les mares et sur les rives. Elles donnaient de la nourriture à bien des petits animaux aquatiques et aidaient à filtrer l'eau pour qu'elle devienne plus claire. La présence de plantes permettait aux animaux de trouver plus facilement de la nourriture et des abris.
Les mammifères, qui avaient survécu cachés sous terre pendant les années noires, exploraient les nouveaux espaces ouverts par la végétation. Beaucoup restaient petits, mais certains devenaient plus gros que leurs ancêtres. Ils grossissaient, apprenaient à grimper sur les branches, se déplaçaient plus loin pour chercher à manger. Quelques familles de petits mammifères habitaient dans les arbres, d'autres vivaient dans les herbes hautes ou dans de nouveaux terriers, plus profonds et plus propres. Chacun avait besoin de manger ce qui était maintenant disponible. Des graines, des racines, des feuilles tendres ou les insectes redevenus nombreux. Certains mammifères apprenaient à grimper aux arbres pour ramasser des fruits, d'autres couraient vite pour attraper de petits animaux ou pour fuir les nouveaux dangers. Ce développement rapide était possible parce que les plantes étaient assez nombreuses pour offrir de la nourriture chaque saison. Parmi tous ces changements, les oiseaux devinrent plus visibles et plus nombreux. Ils n'étaient plus limités à quelques espèces cachées. Les oiseaux nouveaux possédaient des plumes de couleurs variées, des chants différents et utilisaient les arbres et les champs pour trouver à manger ou faire leur nid. Beaucoup de petits oiseaux vivaient en groupe pour se défendre contre les prédateurs. D'autres cherchaient des insectes dans la terre meuble ou pondaient des œufs dans les hautes branches. Les chants d'oiseaux étaient entendus chaque matin, parfois très tôt, et marquaient la présence de la vie après tant d'années de silence. La terre regorgeait aussi d'insectes, presque invisibles mais essentiels à l'équilibre du nouveau monde. Les coléoptères creusaient la terre à la recherche de restes de plantes. Les papillons apparaissaient parmi les premières fleurs pour butiner le nectar et transporter le pollen. Les abeilles, les fourmis et d'autres petits insectes jouaient des rôles très importants dans la reproduction des plantes. Ils bougeaient d'une fleur à l'autre, aidant les graines à se former, rendant la végétation toujours plus variée. Les larves d'insectes servaient aussi de nourriture à beaucoup d'espèces d'oiseaux, de petites grenouilles et de mammifères. Dans les rivières, la renaissance se poursuivait. L'eau, plus claire qu'avant, était pleine d'algues, de tiges souples et de plantes aquatiques. Des poissons de plus en plus nombreux profitaient de cette abondance pour se reproduire. Là où il restait des crocodiles, ces animaux mangeaient poissons, grenouilles, oiseaux ou petits animaux venus se désaltérer au bord de l'eau. Bien que beaucoup de crocodiles géants aient disparu après la catastrophe, certains groupes résistaient dans quelques marécages isolés et participaient activement à la vie aquatique. Les amphibiens étaient parmi les grands bénéficiaires de la Renaissance. Les grenouilles, les tritons et les salamandres profitaient de la chaleur, des plantes aquatiques et du retour des insectes pour pondre leurs œufs dans de petites mares. Les petites grenouilles sortaient de l'eau quelques semaines après la naissance et colonisaient les berges humides. Ils se régalaient d'insectes et de petits crustacés. La nuit, quand la pluie tombait, on pouvait entendre les coassements et les cris discrets des batraciens dans les vallées ou les forêts restaurées. Parmi les mammifères, on voyait une grande diversité de formes. Certains vivaient surtout la nuit pour éviter la chaleur ou les prédateurs. Ils avaient des fourrures épaisses pour se réchauffer ou se cacher dans les herbes. D'autres étaient actifs le jour, cherchant graines, fruits, baies et insectes dès la première lumière. Les groupes familiaux s'agrandissaient chaque année. Les naissances étaient plus nombreuses. Les petits survivaient plus souvent qu'autrefois car la nourriture était moins rare. Les nouveaux prédateurs prenaient place dans cet environnement riche. Certains mammifères devinrent carnivores, chassant de petits rongeurs ou des oiseaux. Les serpents étaient plus nombreux, aidés par la chaleur des pierres et la présence de proies. Chaque espèce trouvait un rôle adapté à son milieu. Là où il y avait de grands arbres, on trouvait plus d'oiseaux et de singes. Dans les champs d'herbe, c'étaient des rongeurs, des insectes, des petits prédateurs rapides et discrets. Le sol, chaque année, devenait plus profond et plus vivant. Les feuilles mortes tombaient en automne, enrichissant la terre. Les racines, toujours plus longues, transportaient l'eau à travers différentes couches du sol. La pluie, moins acide qu'avant, nettoyait les pierres, offrait des réserves d'eau dans les creux, faisait naître des sources fraîches au pied des collines. Les terriers de mammifères et les galeries d'insectes rendaient la terre meuble, facilitant la croissance d'autres plantes. La flore elle-même évoluait.
Les mousses cédaient la place à des feuillages plus denses, à des plantes à fleurs, à des arbres de plus en plus hauts. Dans certaines vallées, des forêts entières prenaient racine, composées d'arbres nouveaux adaptés à l'air et au climat. Les fleurs apportaient de nouvelles couleurs, du violet, du bleu, du jaune intense. Elles attiraient de plus en plus d'insectes et de petits animaux, accélérant le cycle de la vie. Dans l'air, on voyait repos et mouvement. Les oiseaux parcouraient de longues distances pour changer de saison ou pour suivre les insectes. Les chauves-souris sortirent la nuit pour capturer les moustiques et les papillons nocturnes. Les papillons voltaient d'une fleur à l'autre, indiquant que l'écosystème reprenait son équilibre. La diversité de sons, de formes, de comportements se multipliait. Au bord des lacs et des forêts, la vie aquatique se diversifiait. Des plantes flottantes couvraient parfois la surface. Les grenouilles trouvaient là un abri idéal, les poissons y déposaient leurs œufs, les oiseaux aquatiques y cherchaient des algues, des lentilles ou des insectes. Les marais s'étendaient, formant de nouveaux trous d'eau, de nouvelles prairies humides qui accueillaient chaque printemps de nouveaux petits animaux. Les mammifères, profitant de la stabilité, exploraient plus loin. Certains apprenaient à grimper, d'autres développaient des pattes pour courir très vite. Il y en avait qui construisaient des nids en hauteur, d'autres creusaient toujours plus profond. Les espèces rivalisaient de stratégies pour occuper chaque petit espace du nouvel environnement. Les ancêtres des futurs mammifères géants, mais aussi des familles minuscules, trouvaient toute leur place. Tout le paysage changeait lentement. Les collines grises d'avant disparaissaient sous la forêt et l'herbe. Les marais sentaient la vie, les rivières reflétaient le ciel bleu clair et les nuages. La terre, qui n'avait longtemps été qu'un champ de ruines, redevint un système organisé, plein de milliers d'espèces différentes, chacune jouant son rôle chaque saison. L'équilibre fragile de ces nouveaux milieux dépendait de la diversité. Plus il y avait d'espèces, plus chaque catastrophe possible pouvait être réparée. Si une plante tombait malade, les autres prenaient sa place. Si une période de sécheresse faisait disparaître un insecte, une autre espèce profitait d'une graine pour survivre. Cette variété était la clé qui permettait à la vie de continuer et d'inventer toujours des formes nouvelles. Avec la multiplication des espèces, certains animaux devinrent les ancêtres de futurs groupes très importants. Les mammifères varièrent en taille, en mode de vie, en alimentation. Ils commencèrent à occuper des espaces qui n'avaient jamais été exploités comme avant. Ils montaient dans les arbres, creusaient la terre, nageaient dans les lacs, couraient dans les champs d'herbe. Ce dynamisme offrait à la planète une capacité d'évolution et d'innovation immense. Au final, la planète ne ressemblait plus à ce qu'elle était avant la catastrophe. Elle avait changé. De nouveaux cycles de vie apparaissaient tous les jours. La diversité du vivant grandissait sans relâche. Les paysages étaient reconstruits par l'action de la lumière, de l'eau, des plantes, des animaux et du temps. La disparition des anciens géants avait libéré l'espace pour cette nouveauté. Si le début fut difficile, chaque saison ajoutait quelque chose de plus. Les changements commencés à cette époque créaient les bases d'un monde moderne, complexe, riche et toujours changeant. Ce monde était prêt pour accueillir encore des millions d'années de transformation, d'espèces différentes, de climats nouveaux et de paysages variés. Ainsi, la vie reprenait sur la Terre, portée par la mémoire du passé et la force de tous les êtres adaptés, inventifs, capables de s'unir à de nouveaux environnements.